Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Franchise QB. Alors, pourquoi Franchise QB? Je crois que le titre parle de lui-même, hein. On va parler football américain et on va parler plus particulièrement des quarterbacks. Alors pour cette vidéo, on va fonctionner en deux parties, hein. Je vais commencer par vous présenter un tout petit peu la chaîne, vous expliquer comment je vais fonctionner. Et puis ensuite, on fera un premier power ranking d'avant-saison. Alors, je commence par me présenter rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis fan de NFL depuis quelques années et plus particulièrement des Arizona Cardinals. Certains d'entre vous me connaissent un petit peu déjà sur les différents réseaux sociaux francophones consacrés au foot US sous le pseudonyme de Boussa. Pour ce qui est de la chaîne, comme je l'ai dit, le titre parle de lui-même. L'idée, c'est de s'intéresser aux différents quarterbacks de la ligue, de débriefer leurs performances, de les analyser, de les décrypter ensemble. Donc chaque semaine, il y aura un épisode et il y aura un top 10 et un flop 10. Les épisodes qui auront probablement lieu le mercredi, ça reste encore à définir. J'ai pas tout à fait mon emploi du temps encore fonctionnel, mais je pense que ce sera le mercredi la sortie des épisodes. Donc c'est vraiment une chaîne sans prétention, hein. L'idée, c'est juste d'échanger ensemble, entre fans, entre passionnés, sur cette passion du foot US qui nous rassemble. Donc n'hésitez pas vraiment dans les commentaires sur les réseaux sociaux à donner votre avis. Je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Vraiment, il n'y a pas de prise de tête. C'est pas juste moi qui fais mon truc chaque semaine et qui vous l'impose. Vraiment, non, donnez vos avis. N'hésitez pas à vous manifester. D'ailleurs, si vous voulez participer avec moi à un épisode, si vous souhaitez venir parler de votre quarterback, des quarterbacks en général, comme j'ai dit, il y aura un épisode par semaine pour analyser les performances du dernier week-end de NFL. Et puis, ponctuellement, on pourra faire des épisodes spéciaux, du power ranking, des débats. Voilà, j'ai quelques idées en tête. Et puis, voilà, n'hésitez pas également à en formuler. Il y aura toutes sortes de choses qui prendront place sur la chaîne dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas non plus sur les conseils, les remarques, les suggestions, je suis vraiment ouvert. Je débute, comme vous le voyez peut-être, dans ce milieu-là, donc vraiment, je prends toutes les remarques. Pour moi, tout est intéressant, hein, vraiment. Donc on va commencer par un power ranking. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est quoi un power ranking? Eh ben c'est tout simplement un classement. Un classement de quoi? Un classement de ce que j'estime en l'état être le classement des 31 quarterbacks titulaires ou présumés titulaires. Vous verrez, il y aura un problème notamment sur un quarterback. Un petit indice. Donc voilà, titulaire ou présumé titulaire sur la saison, que je vais classer du moins bon au meilleur. J'insiste sur le moins bon avec les guillemets, plutôt que plus mauvais, parce que j'ai déjà eu un débat sur un quarterback en particulier sur Twitter. Et vraiment, cette année, quand je regarde les titulaires, il y en a aucun, mais vraiment, je dis pas ça pour essayer d'être gentil, de mettre tout le monde dans ma poche, non. Il y en a aucun où je me dis, oh là là, celui-là, il est vraiment limite, oh là, ça va être compliqué pour cette équipe, celui-là, il est tout pourri. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc vraiment, l'idée, c'est d'échanger. Encore une fois, il n'y a aucune prétention de ma part. Je lance la discussion avec mon avis, c'est que le mien, il n'a pas vocation à être un avis universel et indiscutable, hein, vraiment, c'est je donne mon avis. Et puis, encore une fois, je crois qu'on espère tous que tous les quarterbacks soient bons, en fait, hein. Ce qu'on veut, c'est que tous les quarterbacks soient bons, parce que plus les quarterbacks sont bons, et les meilleurs sont les matchs qu'on a l'occasion de voir chaque week-end, hein. Alors, j'imagine que là, certains d'entre vous sont un peu interloqués par un truc que j'ai dit. Et quoi, le type, il lance une chaîne sur le foot US et il dit qu'il y a 31 quarterbacks titulaires en NFL. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Non, vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il y a 32 équipes en NFL. Évidemment qu'il y a 32 équipes, mais il y a un quarterback. Vous allez deviner assez rapidement lequel, dont j'ai décidé tout simplement de ne pas parler. Voilà. De ne pas parler ni aujourd'hui, ni plus tard, parce que j'estime qu'il n'a pas sa place dans la ligue, et ça ne m'intéresse pas de passer du temps à regarder les prestations de ce mec-là, à les analyser, à en parler. Voilà, ce mec ne m'intéresse pas, donc c'est ma chaîne, mes règles, donc tout simplement, j'ai décidé de ne pas en parler. Vous devinerez
rapidement, je pense, de qui je veux parler et la raison pour laquelle je ne veux pas en parler, plus précisément. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait. Donc on va juste souhaiter qu'il disparaisse rapidement de la ligue pour qu'on puisse recommencer à parler des 32 équipes de la NFL, des 32 franchises. Voilà, la parenthèse présentation est close. On est parti avec le Power Ranking et on commence tout de suite avec le numéro 31. Desmond Ridder, Atlanta Falcons. Alors, avant de parler spécifiquement de ce choix, faut quand même dire que c'est pas facile de classer tous ces joueurs qu'on connaît assez peu, qui sont des rookies, c'est-à-dire des joueurs de première année ou des sophomores, des joueurs de deuxième année, parce que évidemment, on a eu un échantillon ou bien inexistant, ou bien assez faible finalement de ce qu'ils sont capables de faire en NFL. Donc, forcément, voilà, il a fallu faire un choix. Alors, pourquoi Ridder ici en position 31 plutôt qu'un autre sophomore ou alors qu'un rookie? Justement parce que sur les quelques matchs qu'il a fait, je trouve qu'on n'en a pas vu grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Alors, il a fait une bonne prestation récemment. Là, j'ai regardé le match de pré-saison. Ça reste que de la pré-saison, mais il a fait une bonne prestation, je crois, à 7 sur 9, environ 80 yards et une interception qui, à mon goût, n'était pas tout à fait de sa faute. Voilà, dans ce match de pré-saison des Falcons face à Cincinnati. Mais voilà. Bon, alors, je vais afficher ces stats. Vous me direz, pas d'interception en NFL, c'est déjà pas mal. Mais 2 petits touchdowns contre qui? Contre l'équipe B des Buccaneers qui avait fait tourner l'effectif lors de la dernière journée de la saison régulière. C'est assez faible. Même contre Arizona qui a été à la ramasse la saison dernière, il n'a pas réussi à marquer de touchdown malgré la victoire de son équipe. Donc j'insiste, vraiment, c'est pas un joueur que je condamne a priori, et je serais ravi si vraiment dans 3 mois on s'aperçoit qu'il a fait une bonne saison et que je me suis planté, mais tout ce que je dis c'est que pour l'instant on l'a peu vu. Même à la course, on sait qu'Atlanta est une équipe qui court beaucoup. Desmond Ridder à l'université, c'est 28 touchdowns en 4 ans, c'est pas si mal. Donc bien sûr, il faudra voir comment il va se développer. Puis c'est une chaîne où on va parler des quarterbacks, mais bien sûr, vous savez qu'un quarterback, il est plus ou moins aidé par les joueurs autour de lui. On l'a vu avec Tua Tagovailoa aux Dolphins, on y reviendra plus tard. Et en fait, le problème de Desmond Ridder, c'est qu'on sait pas trop ce qu'on va donner. Drake London, le receveur, qui attaque sa 2e année, il a fait une plutôt bonne saison rookie. Mais autour, il y a quoi? Il y a des atouts à la course, principalement. On sait que c'est une équipe Atlanta qui va courir énormément. On attend beaucoup du rookie, Bijan Robinson. Donc vraiment, voilà, ce que je disais, ce seront des atouts à la course. Et il faudrait vraiment qu'ils apprennent, notamment le coach Arthur Smith, à se servir, notamment de Kyle Pitts, parce que il a un tel talent, ce joueur. C'est frustrant de le voir si peu sollicité. Donc voilà. En tout cas, c'est mon moins bon QB à cette date, mais bien sûr, je demande qu'à me tromper. Et je serais ravi si dans 3 mois, je me suis trompé et que Desmond Ridder fait des super matchs en NFL. Vraiment. On continue, numéro 30. Samuel, Washington Commanders. Alors, même chose pour Samuel, c'est un échantillon extrêmement faible qu'on a vu. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi un échantillon si faible. Parce que finalement, les Commanders, ils ont une saison un petit peu délicate l'année dernière. Et j'ai pas compris pourquoi on le lançait pas. On l'a lancé au dernier match, le dernier match face aux Cowboys. Comme Desmond Ridder, je pense que ça peut être un très bon QB. Double menace, Samuel. Il a marqué 17 touchdowns en 3 ans à l'université à la course. D'ailleurs, les stats que je vous donne, je le précise, sont des stats à la course et à la passe. Parce que je comprends pas ce délire de séparer la passe et la course. Un touchdown à la course, il compte pareil qu'un touchdown à la passe. Donc voilà, les stats que j'affiche là pour chaque joueur sont les stats à la passe, à la course, en saison régulière et en playoff. Voilà, c'est vraiment tous les matchs officiels, pas la pré-saison évidemment, tous les matchs officiels de NFL qu'on a pu voir. Donc voilà, pour Samuel, c'est un peu la même chose que pour Desmond Ridder. On a des gros doutes, mais on a un matériel qui est peut-être un peu plus conséquent qu'Atlanta en attaque, avec un bon trio de receveurs,
Terry McLaurin, Dodson, Curtis Samuel, Logan Thomas, le tight end, s'il reste en bonne santé, je pense que ça peut être un vrai atout à utiliser pour les Commanders. Donc bien sûr, c'est toujours compliqué de parler de ces joueurs qui ont très très peu de références. Et puis on verra tout simplement si ces performances lui permettent de rester titulaire, sachant que les Commanders ont également Jacoby Brissett dans l'effectif. Donc voilà, ça pourrait être, si ça se passe pas bien pour Samuel, on pourrait revenir vers Jacoby Brissett, qui a montré qu'il pouvait être un très très bon quarterback de doublure en fait au cours des différentes saisons qu'il a faites en NFL. On continue, numéro 29. Anthony Richardson, Indianapolis Colts. Alors Anthony Richardson, c'est un rookie, on en a énormément parlé à la draft, il a impressionné lors du combine, on sait qu'il a le potentiel pour être explosif, vraiment il peut courir, il peut lancer très loin, etc. Il a eu des performances assez remarquées et remarquables lors du combine. Vous savez, le combine, c'est différents ateliers, c'est différents tests, on mesure la vitesse du joueur, ses capacités, ce qu'on appelle le drill, donc courir entre les cônes, la puissance avec des exercices de musculation, etc. Et donc il a vraiment un potentiel. Et moi je pense que le service qu'aurait été à lui rendre à Anthony Richardson aux Colts, ça aurait été de le mettre peut-être un petit temps derrière Gardner Minshew qui est pas le quarterback le plus sensationnel. On va difficilement penser qu'on va aller gagner un Super Bowl avec Gardner Minshew, mais il peut faire le taf et surtout, voilà, il pourrait aider un petit peu Anthony Richardson à se développer. Bon, on a choisi d'annoncer Richardson titulaire, donc vraiment on le lance et on essaie de construire cette franchise des Colts autour de lui. Et au-delà des performances du quarterback, que ce soit Richardson, Minshew ou un autre, il va vraiment falloir pour les Colts que cette O-line, cette ligne offensive se ressaisisse, parce qu'il y a un talent fou dans cette O-line avec un guard, Quentin Nelson, qui est peut-être l'un des meilleurs gardes de la ligue, mais il y a eu une saison 2022 extrêmement compliquée, et puis proposer des solutions à la réception, parce que ce groupe de receveurs, oh là là, il fait peur, moi il m'inquiète énormément. L'an dernier, on les a vus en grande difficulté. Alors évidemment, Matt Ryan, il faisait ce qu'il pouvait et bon, il commençait un peu à traîner la patte. Il a concédé énormément de sacs, mais ce groupe de receveurs, c'est inquiétant. On a quoi? On a Michael Pittman qui déçoit globalement Michael Pittman depuis son arrivée dans la ligue. Alec Pierce, on verra si sa deuxième saison, s'il monte, Josh Downs, le rookie, s'il se développe bien. Mais est-ce que c'est vraiment l'équipe qui va permettre à Richardson de se développer et de développer le potentiel énorme qu'on a vu à l'université et lors du processus draft, sachant que c'est un quarterback qu'on dit qu'il est brut, il est peut-être pas tout à fait prêt encore pour jouer dans la grande ligue. C'est pas évident, c'est pas évident avec ce matériel-là à disposition. Moi, dans le profil, je dis pas que c'est le même joueur, mais vraiment, dans le profil, et j'insiste uniquement sur le profil, il me fait énormément penser à Malik Willis, qui était arrivé au Tennessee Titans l'année dernière. Donc, je dis pas qu'il aura la même réussite, ou plutôt la même non-réussite, parce que c'était très compliqué, Malik Willis, on l'a vu avec les Titans. Mais attention, Malik Willis aussi, c'était un joueur dont on disait, il a une puissance de bras exceptionnelle, mais il n'est pas prêt, il faut l'aider, etc. Et puis, ça s'est pas du tout bien passé pour lui du côté des Titans. À l'heure où j'enregistre, on ne sait pas encore la liste des 53 joueurs qui vont être retenus dans chaque franchise, mais on ne sait pas s'il va continuer avec les Titans qui ont en plus drafté un quarterback rookie. Donc, on en parlera un peu plus tard. Donc, moi, je dis juste, attention, il y a un vrai potentiel bust du côté d'Anthony Richardson. On verra ça. Encore une fois, je ne demande qu'à me tromper. On continue avec le numéro 28. Numéro 28, j'ai placé Mac Jones, quarterback des New England Patriots. Alors, déjà, il y a une chose que je voudrais dire au sujet de Mac Jones, vraiment, c'est que j'ai un peu le sentiment que sa saison 2022, qui, on va le dire, a été en demi-teinte, encore, c'est un euphémisme de le dire, elle a un peu rapidement fait oublier qu'il avait fait
plutôt une bonne saison rookie en 2021. C'était le meilleur rookie en 2021, il n'y a pas de doute. Il fait une meilleure saison que Zach Wilson, ça me dirait, c'est pas très compliqué. Et il a fait une meilleure saison que Trevor Lawrence. Pour sa saison rookie, il va en playoff. Et qu'est-ce qui s'est passé en playoff pour les Patriots? Rappelez-vous, ils ont perdu face aux Bills qui ont fait un match offensivement parfait. Et quand je dis parfait, c'est pas juste un commentaire, hein. Oh là là, ils ont fait un match parfait, bravo. Non, ils ont fait un match littéralement parfait. C'est-à-dire que sur tout leur drive, à part le dernier où ils ont fait tourner l'horloge, ils ont marqué un touchdown. Aucun field goal, aucun punt, aucun turnover, aucune 4e tentative. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Alors, pour en revenir à Mac Jones, c'est intéressant parce que c'est peut-être l'un des quarterbacks qui est le plus en danger cette saison. Pas seulement pour sauver sa place en 2024, mais aussi parce que certains parlent d'un changement de quarterback en cours de saison. S'il donne pas satisfaction, on pourrait faire confiance à Billy Zappe. On verra peut-être dans la saison s'il y a un changement de quarterback du côté de New England. Mais donc vraiment, c'est l'un des QB sur lesquels il faudra vraiment avoir l'œil. Alors, c'est vrai qu'en 2022, il a eu une saison un peu compliquée. Les Patriots, ils ont quand même fini à 8-9. C'est pas non plus cataclysmique. En 2022, toujours 15 touchdowns pour Mac Jones, 11 interceptions. C'est pas terrible comme bilan, mais faut souligner pour Mac Jones qu'il a des pour et des contre. Historiquement, les Patriots, ça fait plusieurs années qu'ils galèrent au niveau de leur groupe de receveurs. Or, Mac Jones, c'est plutôt ce qu'on appelle un pocket passer. C'est-à-dire, c'est pas le gars qui va faire des courses, c'est pas le gars avec un bras phénoménal. Bill Belichick s'en est moqué d'ailleurs lors d'un match où il a dit pourquoi vous avez fait ce truc bizarre là. Tout simplement, Belichick a dit parce que Mac Jones ne pouvait pas lancer aussi loin. Bon, pas très sympa pour ton QB, mais faut lui donner. C'est important de lui donner un groupe de receveurs pour l'aider. Alors, bon, en 2023, ils ont signé Juju Smith-Schuster, qui arrive des Chiefs, le champion titre. Il faudra voir ce que ça donne. Il sort d'une bonne saison, avec un titre évidemment, mais évidemment, il avait Patrick Mahomes, qui est capable de sublimer presque n'importe quel receveur. Donc, en numéro 1, est-ce qu'il est capable d'être un vrai receveur numéro 1? Personnellement, j'ai un peu des doutes, mais faudra voir. Ils ont également drafté les Pats, le rookie, Kayshon Boutte au 6e tour. Pourquoi j'en parle? Alors que c'est un rookie du 6e tour, on pourrait dire, bon, ouais, c'est pas spécialement intéressant s'il a été drafté au 6e tour, c'est qu'il y a des raisons, etc. Non, Kayshon Boutte, c'est un receveur qu'on voyait il y a environ 2 ans, qui est annoncé comme un potentiel choix du premier tour de la draft. Et il est tombé bas à cause de problèmes de comportement. Faudra voir comment il arrive à sortir de ça, mais je me dis, s'il y avait un coach qui est capable de gommer cet aspect-là chez quelqu'un, c'est peut-être Bill Belichick. Et c'est un atout, ça également pour Mac Jones, le coach. Quel coach? Bill Belichick. Les Pats, ils devraient avoir une bonne défense cette année encore, comme d'habitude. Ils ont le cornerback aussi, ils ont drafté le cornerback Christian Gonzalez, que beaucoup présentaient comme le meilleur cornerback de la QV. Il leur est tombé dans les mains littéralement, on n'a pas compris pourquoi il chutait ce cornerback, il est tombé au choix 17 pour les Patriots. Donc voilà, ça va les aider également en défense. Et puis dernier mot sur Mac Jones et sur les Patriots, j'ai parlé des limites de Mac Jones, de son groupe de receveurs. Et puis, il y a aussi un point sur lequel il n'est pas aidé, c'est sa division. Sa division. Alors, évidemment, il n'y peut rien, mais dans sa division, il y a les Bills, avec Josh Allen, les Jets, qui viennent de signer Aaron Rodgers, et puis les Dolphins, qui se sont renforcés, qui sortent d'une plutôt bonne saison. Il faudra voir les problèmes de santé, Tua Tagovailoa, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, forcément, ça complique la tâche de la franchise, et naturellement du quarterback Mac Jones. Parce qu'on l'a dit, c'est pas une mauvaise équipe les Patriots. Quand on regarde leur effectif, on se dit pas oh là 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 là, il y a des trous partout, ça va être compliqué. Non, on se dit pas ça. Mais par contre, si on me dit qu'ils seront à 0-6 dans la division, c'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs matchs contre leurs adversaires de division, les Jets, les Bills et les Dolphins, je tombe pas de ma chaise. Et forcément, si tu pars avec ce genre de performance-là contre tes adversaires de division, forcément, ça te complique vachement ta saison. Donc, attention, Mac Jones, c'est forcément l'un de ceux qu'il faudra vraiment suivre parce que, comme je l'ai dit, il a peut-être sa place en danger.
On passe au numéro 27. Jordan Love, Green Bay Packers. Alors, en ce qui concerne Jordan Love, on part un peu en terre inconnue quand même. Pour rappel, Jordan Love, c'est un quarterback qui a été drafté au premier tour par les Packers en 2020. Et alors, je sais pas, peut-être qu'on s'attendait du côté des Packers à ce que Aaron Rodgers parte plus tôt, retraite, bon. Et finalement, il est resté et du coup, notre Jordan Love, il a passé 3 saisons sur le banc derrière Aaron Rodgers. Alors, ça peut être un plus, puisque d'un côté, t'es sur le banc derrière l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire de la ligue, donc ça te permet d'apprendre. Mais en même temps, 3 ans, c'est long. D'ailleurs, j'étais un peu embêté pour la stat, parce que quelle stat, qu'est-ce que je devais afficher comme stat, parce que j'ai marqué 10 matchs. Ok, il a joué 10 matchs aux Packers, mais sur certains, il a que très peu de snaps. Ça doit être des matchs où il rentre en fin de match dans garbage time. Alors, vous savez, le garbage time, c'est littéralement le temps pourri, en quelque sorte. C'est cette période à la fin du match où le match il est acté, en fait, le résultat est acté, victoire large ou défaite large, et du coup on fait rentrer un peu les remplaçants, les joueurs qui jouent pas beaucoup. Donc très peu de snaps pour Jordan Love. Et dans le lot, sur ces 10 matchs, il y a un start, un seul match où il commence en 3 ans. Et bon, alors sur ce match, il fait 19 sur 34, 190 yards, un touchdown, une interception. Dit comme ça, c'est pas terrible, mais je pense surtout que c'est un échantillon qui est bien trop faible pour pouvoir se faire vraiment une idée. Donc voilà, je l'ai placé là en me disant que quand même, c'est quelqu'un sur lequel on avait des attentes, les Packers en particulier forcément, parce qu'ils l'ont drafté aussi haut. Donc si on avait autant d'attentes sur lui, devait y avoir des raisons, on n'investit pas un premier tour sur un quarterback par hasard. Mais bon, il y avait des joueurs quand même derrière qui ont été choisis, qui sont des joueurs importants. T. Higgins, par exemple, qui est choisi en premier choix de deuxième tour par les Bengals, pour une équipe dont on a dit qu'il donnait pas de matos à Rodgers. Bon, le discours à l'époque, c'était on n'avait personne d'autre sur notre board qui valait un premier tour. Et quand même, peut-être que l'histoire aurait été différente avec un receveur de la trempe de T. Higgins chez les Packers. Évidemment, on le saura jamais. Mais voilà, c'était l'argument. Et en plus, ils étaient montés de quelques places, ils étaient un petit peu plus loin, et ils étaient montés pour aller le chercher. Donc voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur Jordan Love. Dites-moi, vous, si vous y croyez pas. J'avoue que personnellement, je me mouille pas avant d'en avoir vu plus, mais visiblement, les Packers y croient. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce qu'ils y croient pas trop? Je sais pas trop, on sait pas. À suivre. Alors, on continue, numéro 26. Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers. Alors, Baker Mayfield, je vais pas passer trop de temps sur lui. Il a des performances qui alternent le bon et le moins bon, pour faire court. Si on se rappelle, il avait fait une saison 2020 plutôt correcte du côté de Cleveland, puisqu'il avait fait 4 milliards à la passe, 26 touchdowns, 8 interceptions. Et puis, le problème avec Baker Mayfield, c'est que sa saison 2021 a été beaucoup plus compliquée, beaucoup d'interceptions, et puis là, à partir de là, c'était un peu la dégringolade pour lui. On l'a vu très en difficulté à Carolina l'année dernière. Bon, il n'avait pas énormément autour de lui, mais quand même. Et puis, on l'a quand même vu faire un petit intérim du côté des Rams après la blessure de Matthew Stafford, qui n'était pas complètement inintéressant. Je l'avais trouvé beaucoup plus intéressant et plus impliqué. Donc, il va avoir la lourde tâche de succéder à Tom Brady. Rien que ça, du côté des Bucks. Et on verra bien ce que ça donne pour lui. Voilà, j'insiste pas plus que ça pour Baker Mayfield, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en dire finalement. Et on verra si il est capable de rebondir un petit peu du côté des Bucks. On enchaîne, numéro 25. Kenny Pickett, Pittsburgh Steelers. Alors, Kenny Pickett, lui aussi, on a eu un échantillon relativement faible. En tout cas, moi, je le condamnerais pas d'avance comme ce que font certains. On a eu pendant tout le processus draft en 2022, donc l'année dernière, le débat
ouais, mais il a des petites mains, etc. Bon, je sais pas à quel point c'était pris au sérieux, mais c'est assez marrant à suivre de l'extérieur. Moi, je pense que c'est pas une importance cruciale. Euh, Par contre, je trouve que Kenny Pickett, de ce qu'on en a vu, il a un potentiel de game manager, de game manager qui est intéressant. Hein. Faudra en voir plus cette année, évidemment. Les Steelers se sont un peu renforcés, ils lui ont ajouté quelques cibles avec Allen Robinson, par exemple, qui arrive aux Steelers pour se relancer après son expérience complètement désastreuse du côté de Los Angeles, hein, des Rams. Ils ont aussi drafté Darnell Washington, même si je pense que c'est un tight end qui sera plus utilisé dans un rôle de bloqueur. Hein. Ils ont déjà un tight end physique avec des bonnes mains avec Pat Freiermuth. Bon, la défense du côté de Pittsburgh devrait tourner. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué parce que la division est toujours très compétitive. Mais bon, les Steelers y seront là. Faut jamais les condamner d'avance. Je rappelle que depuis que Mike Tomlin est entraîneur en 2007, ils n'ont jamais eu une saison avec un bilan négatif. Jamais. Donc depuis 2007, c'est quand même impressionnant. On continue. Numéro 24. Numéro 24, CJ Stroud, Houston Texans. Alors, un nouveau rookie. Alors, un peu pour la même chose qu'Anthony Richardson. Je vais pas faire trop long parce qu'évidemment, on l'a pas encore vu en NFL. En tout cas, les Texans ont leur quarterback. Hein. Est-ce que ce sera le franchise quarterback qu'ils attendent? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On en saura un petit peu plus dans quelques temps. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur prometteur, CJ Stroud. Simplement, on va rappeler que son équipe universitaire, Ohio, a eu une attaque tonitruante en nombre de points marqués quand CJ Stroud était leur quarterback. Hein. C'est un quarterback dont on attend beaucoup du côté des Texans. Il a été drafté numéro 2, c'est pas un hasard. Il a la précision. A priori, il a un bon bras également. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai un peu vu en pré-saison, ce qu'il a besoin d'améliorer, c'est sa mobilité dans la poche. Alors, pourquoi je parle de mobilité dans la poche? Vous savez qu'en NFL, dans le foot en général, il y a plusieurs types de quarterbacks. Il y a des quarterbacks qui, pour simplifier un peu, pour schématiser, vont courir de partout. Voilà, je caricature, hein, mais Lamar Jackson, par exemple, il y en a qui vont être très puissants. Un exemple comme ça d'un quarterback retraité récent qui me vient, c'est Ben Roethlisberger, par exemple, l'ancien QB des Steelers. Il y en a d'autres qui vont être des QB extrêmement précis. Pareil, on doit en citer un, Tom Brady. Voilà, Tom Brady, c'était la précision. Hein, c'est pas un quarterback, même quand il était jeune, qui allait courir 100 yards par match. Non, dans la mesure du possible, il restait dans la poche. Hein, et ben même quand on est dans la poche, en fait, c'est important de rester mobile pour être bien campé sur ses appuis, pour être plus précis, pour se dégager, pour trouver démarquer un tout petit peu son champ de vision pour trouver la bonne passe. Donc j'insiste pas parce que j'y reviendrai tout à l'heure sur cette histoire de mobilité dans la poche pour un autre quarterback, peut-être pas d'ailleurs celui auquel on pourrait penser, mais voilà, la mobilité dans la poche, et ben justement les lectures, hein, ça améliore les lectures parce que en NFL c'est plus dur qu'à l'université. Le joueur que vous avez en première lecture, il sera peut-être marqué, donc il faudra chercher une deuxième, une troisième lecture. Et ça, ce sera un gros challenge pour CJ Stroud, un point sur lequel il va falloir qu'il se montre à la hauteur. Et pour l'instant, alors, le peu qu'on en a vu en pré-saison, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais évidemment, c'est un rookie, il a tout le temps pour progresser. Et on verra bien ce que ça donne. On enchaîne, numéro 23. Jimmy Garoppolo, Las Vegas Raiders. Alors, Jimmy Garoppolo, c'est un quarterback dont j'ai l'impression que pas grand monde en attend quelque chose. Déjà, il y a eu tout le débat sur son état de santé. Vous savez, il y a eu une clause dans son contrat qui l'obligeait en quelque sorte à passer un test physique pour rester dans l'effectif des Raiders. C'était un peu curieux quand on a découvert ça. Mais il faut rappeler que c'est un quarterback qui a mené son équipe au Super Bowl il y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a pas si longtemps que ça quand il était à San Francisco. Alors oui, Jimmy Garoppolo, c'est un QB, on va pas se mentir, ce sera jamais certainement un MVP, même dans la discussion pour être un MVP, hein, surtout que les Raiders risquent encore de souffrir cette année dans une division qui sera encore compliquée. Mais moi j'ai la certitude vraiment hein, que Jimmy G, c'est un quarterback qui peut être un bon game manager si ça tourne bien. Hein, voilà.
faut que ça tourne bien autour de lui. Les Riders, ils ont des armes en attaque, hein. Je pense à Davante Adams, évidemment, qui est un des meilleurs receveurs de la ligue. Ils ont drafté Michael Mayer, un tight end très prometteur. Ils ont fait quelques investissements sur la ligne offensive. Donc, offensivement, c'est une équipe qui peut tourner, les Riders. Hein. Le problème pour moi, il est plus en défense. Et c'est vrai que si la défense prend l'eau, bah forcément, ça handicape toute l'équipe, a fortiori le quarterback. Hein. Parce que Jimmy G, quand j'ai décrit à l'instant, j'ai dit que ça pouvait être un bon game manager, c'est-à-dire ce quarterback qui va pas faire d'erreur, qui va pas faire de folie, mais qui va pas te faire perdre un match. Hein. Le problème, c'est que si la défense n'arrive pas à contenir l'attaque adverse, excusez-moi, si la défense n'arrive pas à contenir l'attaque adverse, on va l'obliger justement à rentrer dans une espèce de rôle de héros, de sauveur, et ça, je pense pas que ce soit le rôle de Jimmy Garoppolo. Donc, en qualité pure, je trouve que c'est loin vraiment d'être le pire quarterback de la ligue. Maintenant, je pense quand même que ça risque d'être une saison qui va être compliquée du côté des Riders, surtout dans cette division, je l'ai dit, hein, avec les Chiefs, le champion, les Chargers qui ont tout le temps de la qualité, les Broncos qui sortent d'une saison catastrophique, mais qui sont un peu dans une nouvelle dynamique avec l'arrivée du head coach Sean Payton, Russell Wilson, évidemment, on en reparlera plus tard. Donc, voilà. Cette saison, elle risque quand même d'être compliquée pour les Riders et donc forcément pour Jimmy Garoppolo. On continue, numéro 22. Numéro 22, Bryce Young, Carolina Panthers. Alors, c'est le troisième rookie de la liste, c'est le premier choix de la draft 2023 et franchement, c'est pas un hasard qu'il ait été choisi en première position. C'était annoncé, il y a eu une petite discussion en début d'année où on se disait tiens, CJ Stroud, pourquoi pas. Puis finalement, globalement, je pense qu'il a vraiment fait l'unanimité, personne s'attendait à ce que ce soit quelqu'un d'autre que lui. Et les Panthers, ils ont monté un échange qui était quand même assez coûteux pour aller le chercher. Ils ont lâché énormément de choix de draft, ils ont lâché leur receveur star, DJ Moore. Donc voilà, ils ont fait le choix d'y aller avec lui, avec Bryce Young, et donc voilà, ils espèrent vraiment que ce soit le franchise quarterback qu'on attend du côté des Panthers. Alors on va quand même parler un petit peu de lui pour citer une statistique. Bryce Young, en 2 ans comme titulaire à Alabama, il a inscrit, tenez-vous bien, 86 touchdowns. 86. Alors oui, évidemment, il n'aura pas la même opposition en NFL, c'est sûr, mais ça donne quand même une idée de son niveau à l'université et des attentes qu'on en a. C'est un joueur très précis, évidemment, il faut l'être au poste de quarterback. Et de ce que j'ai compris, c'est un joueur qui a une lecture de jeu très bonne. Donc, faudra voir avec la pression en effet qui sera pas la même s'il a le temps. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Et là, pour le coup, j'en parlais par rapport à CJ Stroud, lui, il est vraiment impressionnant là-dessus. Il a ce qu'on appelle un très grand QI football. C'est un mec qui il sent le jeu. Donc voilà. S'il arrive à avoir un peu de temps, si on lui laisse un peu de temps, je pense que vraiment Bryce Young, il peut réussir à se développer. Alors, j'en ai dit que du bien, et vous me direz pourquoi il est que 22e, s'il est si bon, il en quitte John, il lance très peu d'interceptions, il sent le jeu. Il y a une grande inquiétude, on va pas se mentir, concernant Bryce Young, c'est son gabarit. Il mesure 1m78, c'est-à-dire que c'est la même taille que Kyler Murray, dont on se moque énormément là-dessus au niveau de la taille, et surtout il est très léger. Il y a eu quelques quarterbacks pas très grands qui ont réussi, mais c'était quand même des quarterbacks qui étaient assez costauds, parce que forcément la NFL, le foot, c'est un sport de contact, donc il faut la capacité à encaisser les chocs. Et ça peut inquiéter parce que vous savez, la NFL c'est une ligue qui est quand même assez normée. Il faut correspondre aux attributs standards, même à l'excès des fois. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur l'histoire des mains de Kenny Pickett là. Et lui, il les remplit pas ces standards physiques. Et donc la principale interrogation, je crois que ce sera vraiment ça du côté des Panthers. Est-ce qu'il a la capacité, est-ce qu'il est pas trop frêle pour jouer en NFL? Ça, c'est les premiers matchs qui nous le diront. À côté, les Panthers, ils ont pas un effectif extraordinaire autour de lui, mais ils ont quand même fait quelques recrutements intelligents. Ils lui ont donné quelques cibles. Ils auront Adam Thielen, DJ Chark en receveur, le rookie Jonathan Mingo, dont on attend beaucoup, une ligne qui devrait être plutôt bonne. Voilà, on va beaucoup attendre aussi de la deuxième année de Ikem Ekwonu, qui a été drafté en poste de tackle au premier tour l'année dernière. Ils ont un ou deux playmakers en défense, notamment sur la ligne avec Brian Burns par exemple. Donc
voilà. Les Panthers, ils ont quand même un avantage, c'est d'avoir une division qui est relativement faible, et ça peut entraîner une saison encourageante pour eux. Mais forcément, le premier choix de la draft, ce sera un joueur à suivre du côté des Panthers. On enchaîne, numéro 21. Justin Fields, Chicago Bears. Alors celui-là, je sens qu'il va faire débat, vraiment, parce que Justin Fields, c'est un joueur sur lequel il y a beaucoup d'attentes, mais il y a également beaucoup d'interrogations. Déjà, pour pas qu'on me traite de hater, je précise que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, Chicago, je pense que ça peut vraiment être une attaque très excitante à avoir joué, vraiment. Et il a un style de jeu que j'aime. Voilà, je suis fan, vous savez, de Kyler Murray, donc voilà, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Mais comme je disais, il y a quand même pas mal d'interrogations. Ça tourne super vite en NFL. Je me souviens, en début de saison 2022, il y avait des gens, y compris dans les experts, des gens qui parlent et qui pensent foot US tout le temps, et il y avait des gens qui disaient « Oh là là, c'est la catastrophe ». Moi, j'ai entendu des gens qui disaient bon, il risque de finir la saison, puis ensuite il va disparaître. Justin Fields, il partira en XFL ou en Ligue de football canadien. Voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on pouvait entendre sur Justin Fields, et puis il a montré des qualités. Et maintenant, on se demande si finalement, est-ce que ce serait pas bon? Est-ce qu'on n'aurait pas ce franchise QB que les Bears attendent? Et ça y est, il est exceptionnel. Donc, franchement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre une position intermédiaire. Je dis pas que Justin Fields, il est pas bon. Au contraire, comme j'ai dit, je l'aime beaucoup. J'ai des espoirs à moyen terme, vraiment, pour cette franchise des Bears. Et on va quand même attendre de voir, parce que en 2022, notamment, les Bears, c'était la 4e équipe la plus saquée de la ligue. Il y a une sorte de top 4 avec les Broncos, les Colts, les Rams et les Bears. Ensuite, la 5e équipe est beaucoup plus loin en nombre de sacs concédés. Et donc, va vraiment falloir que absolument la ligne offensive s'améliore. Pour ça, on a drafté du côté de Chicago le tackle Darnell Wright, qui est un tackle très puissant, mais est-ce qu'il va vraiment convenir il a le gabarit, mais est-ce qu'au niveau du jeu, il va convenir en NFL? On ne sait pas, on verra. On entend beaucoup du côté des Bears. On a ajouté des cibles à Justin Fields. On a parlé de DJ Moore notamment. Mais je pense que la ligne, ce sera vraiment l'élément majeur pour la saison des Bears. Pour deux choses. D'abord parce que, évidemment, on comprend bien que quand on est beaucoup saqué, on perd du terrain. Mais aussi parce que plus le quarterback a de temps, mieux il est placé pour ajouter une bonne passe. Donc c'est important d'avoir une bonne ligne pour ça. Il y a ces deux aspects-là. Évidemment, t'as une mauvaise ligne, t'es saqué plein de fois, tu perds du terrain. Dans un jeu de gain de terrain, c'est compliqué quand même. Mais également, meilleure est ta ligne, et plus t'as de temps pour trouver tes cibles, et plus tes cibles ont de temps pour se démarquer, pour ajuster une bonne passe, prendre la bonne décision. Donc du côté des Bears, il y a vraiment ces deux aspects-là, et j'insiste, je pense vraiment que ça va être la clé de la saison de Justin Fields, mais je serais pas étonné si on refait un power ranking de la mi-saison par exemple, je serais pas étonné qu'il se retrouve classé beaucoup mieux que ça, Justin Fields. Voilà. Donc optimiste mais prudent du côté des Bears et en ce qui concerne Justin Fields. On enchaîne avec le numéro 20. Ryan Tannehill, Tennessee Titans. Alors, Ryan Tannehill, je l'ai mis ici en 20e. Je précise que pour ceux qui s'affoleraient de le voir placé devant Justin Fields ou Bryce Young, j'ai pensé un peu ce power ranking, si vous voulez, comme un truc d'ensemble. Faut pas le prendre en évaluation du talent pur. Pourquoi j'ai besoin de préciser ça? Parce que Tannehill, c'est sûr qu'on l'a jamais vu faire de miracle avec Tennessee. Mais quand même, c'est un peu souvent ce quarterback qu'on prend comme exemple quand on doit citer ce qu'est un quarterback moyen en NFL. Quand je dis moyen, je parle pas moyen au sens de il est moyen, il est beau. Non. Quand je dis moyen, je veux dire dans la moyenne, vraiment dans ce sens-là, dans la moyenne. Et donc c'est typiquement ce quarterback Ryan Tannehill qui est toujours correct, sans plus. Si vous voulez, Ryan Tannehill, c'est un quarterback qui va rarement vous faire perdre des matchs, mais qu'on imaginera difficilement vous emmener au Super Bowl ou
ou même simplement vous sortir de situations délicates. Donc moi j'étais un petit peu surpris, je vous, du move des Titans qui sont allés chercher Will Levis en début de deuxième tour à la draft. Donc en tout cas l'idée a priori c'est quand même de mettre Will Levis pendant un certain temps, peut-être un an derrière Tannehill, et voir ensuite un peu ce qu'avaient fait en leur temps les Chiefs avec Patrick Mahomes, hein, qui avait été mis un an derrière Alex Smith pour apprendre avant de prendre le poste de titulaire. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que Will Levis va devenir Patrick Mahomes, on se calme, mais voilà, en tout cas l'idée dans la façon dont ça a été pensé à la draft, ça semble être ça. Et donc ouais, je disais que j'étais surpris parce que commençait à y avoir des rumeurs de transfert qui concernaient Derrick Henry, le running back. Donc on se disait, enfin moi en tout cas je me disais bon ok, bah allez ils vont tanker, hein. Donc tanker, j'explique. Le tanking pour ceux qui connaîtraient pas, c'est en gros, vous savez que en NFL, l'équipe qui a le pire bilan a le premier choix de la draft, l'équipe qui a le deuxième pire bilan a le deuxième choix de la draft, etc. Donc le tanking, c'est en gros, on voit qu'on n'est pas en mesure de se qualifier en playoff, donc on va perdre volontairement des matchs pour avoir un choix de draft plus haut, hein. Donc moi je me disais ils vont tanker, et puis l'an prochain ils prendront un quarterback en haut de la draft parce que il y en a deux très bons qui arrivent, mais ils n'ont pas fait ça. Bon, alors Tannehill, on va voir ce qu'il donne cette année. Est-ce qu'il est dans la lignée des années précédentes? Je gère, je fais pas trop d'erreurs, mais en même temps, je fais rien de fou. Ou est-ce qu'il est capable de monter d'un petit cran? Et puis, il y aura quand même quelques opportunités, parce que je rappelle que les Titans, ils ont une division relativement accessible. D'accord, il y a les Jaguars qui seront hyper favoris, mais derrière, c'est quoi? C'est les Texans qui sont en reconstruction, on l'a dit. Et puis les Colts qui ont également un quarterback rookie avec Anthony Richardson. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher, hein, pour les Titans. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher dès cette année. Et puis visiblement on a quand même envie d'être un petit peu moins Derrick Henry dépendant, hein, dans cette équipe qui courait énormément. On va peut-être un petit peu plus passer par la voie des airs. Le jeu de passe, hein, je rappelle, quand yard à la passe, c'est la troisième plus mauvaise équipe de la ligue en 2022, les Titans. Il y a que les Falcons et les Bears qui ont fait pire. Les Falcons et les Bears, pardon, qui ont fait pire. Hein, donc visiblement, on veut que ça change quand même du côté de Tennessee parce que on a fait des investissements sur la ligne offensive. On a drafté Peter Skoronski. On ne sait pas trop s'il veut jouer tackle, s'il va jouer garde. Mais voilà, on a amélioré la ligne offensive. En receveur, on aura Treylon Burks qui sera dans sa deuxième année. Et puis surtout, on a signé DeAndre Hopkins, hein, un des meilleurs receveurs de la ligue. Alors d'accord, il est plus proche de la retraite que de son début de carrière, mais quand même, Hopkins c'est un joueur exceptionnel, et ça va forcément aider Ryan Tannehill. D'ailleurs, petite parenthèse, moi j'étais un tout petit peu surpris du choix de Hopkins d'aller au Titan, parce que il disait à Arizona, ouais, moi je veux partir parce que je veux chercher une bague. Très bien. Donc je me disais, il va finir aux Chiefs, il va finir aux Bills, ou j'en sais rien, mais en tout cas une équipe qui est déjà bien établie. Bon, il arrive au Titan, bon, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une petite évolution et on va peut-être passer en tout cas un petit peu plus le ballon cette année. Voilà pour ce que je pouvais dire sur Ryan Tannehill, et on va passer tout de suite au numéro 19. Matthew Stafford, Los Angeles Rams. Alors bon, je vous le dis tout de suite, Matthew Stafford, moi j'ai jamais été un grand fan, au-delà du fait que ce soit un joueur des Rams évidemment. Bon, on va quand même parler de ses qualités d'abord. Il y a quand même un truc qui m'impressionne moi chez lui vraiment, c'est sa capacité, comme on dit, à être clutch, hein. Clutch, ça veut dire quoi? Pourrait traduire par décisif peut-être en français. En 2021, quand ils ont gagné le Super Bowl, il a pas été sensationnel, particulièrement lors de la saison régulière, mais en playoff, dans les moments décisifs, il était là. Je vous invite vraiment, pour vous faire une idée de ce que je raconte, à revoir le match face aux Buccaneers, qu'ils auraient pu, même peut-être dû perdre, hein. Et en cette fin de match, il était là, il a mené le drive de la victoire en patron, et même lors du Super Bowl, hein, ils étaient globalement au-dessus des Bengals, faut dire ce qui est. Mais voilà, il a quand même été là quand c'était nécessaire, il a pris les choses en main, et ça, c'est de vraie qualité, hein. Donc il est vraiment clutch, décisif, c'est un leader sur le terrain. Maintenant,
C'est vrai que ce succès qu'ont eu les Rams, ça a peut-être exagéré quelque part le niveau qu'on imagine être celui de Matthew Stafford. Il a un peu surfé là-dessus. Et donc, en quelque sorte, encore une fois, c'est que mon avis à moi, je trouve qu'il est un petit peu surcoté. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas le pire quarterback de la ligue, mais bon. Et puis, il y a quand même des raisons d'être inquiet pour la saison à venir pour Matthew Stafford et les Rams, parce que autour de lui, l'effectif est pas exceptionnel, quoi. La ligne offensive a été catastrophique en 2022. Elle a pas été renforcée tant que ça, même s'ils ont drafté un top guard avec Steve Avila. Cooper Kupp, le receveur star de cette équipe, est de nouveau blessé. Il faudra voir s'il reste en bonne santé, s'il peut jouer et jouer longtemps cette saison. Et puis, parce qu'on parle de santé, c'est important pour Matthew Stafford aussi. Il a une grave blessure au dos. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il arrête. Parce que ce genre de blessure, ça peut être dangereux. Après, je suis pas médecin, je suis pas dans l'entourage de Matthew Stafford, donc s'il revient et qu'il reste en bonne santé, eh ben c'est très bien, tant mieux pour lui. Mais attention, là je trouve qu'il y a quand même plusieurs drapeaux rouges, comme on dit pour lui, et je suis pas optimiste concernant la saison à venir. Bon, l'avantage pour Matthew Stafford et les Rams, c'est qu'il va jouer 2 fois les Cardinals, et ça, c'est toujours bon pour la confiance. On passe au numéro 18. Kyler Murray, Arizona Cardinals. Alors, un gros morceau Kyler Murray. Et il faut que j'en parle un petit peu, forcément, avec le maillot, je suis obligé. Bon, c'est une situation particulière, parce que on sait qu'il sera absent un certain nombre de semaines, mais ça me paraissait compliqué d'évoquer les quarterbacks titulaires de la ligue sans parler de Kyler Murray. Alors, déjà, est-ce qu'on peut dire que Kyler Murray est décevant? Globalement, si je suis honnête, oui. Est-ce qu'on attend mieux d'un premier choix de la draft? Évidemment. Donc oui, Kyler Murray doit faire mieux, ça c'est clair. Maintenant, ça me paraît quand même cohérent de reconnaître qu'il a eu des circonstances atténuantes. Déjà, il a jamais eu de head coach, comment je pourrais dire, sans être vulgaire, de head coach qui soit en pleine disposition de toutes ses capacités mentales. Cliff Kingsbury, c'était une catastrophe. Heureusement, c'est fini. On va voir ce que donne Jonathan Gannon. Est-ce qu'il est capable d'utiliser au mieux les capacités de Kyler Murray, notamment ce côté double menace, la passe, la course? Kyler Murray, c'est un joueur qui court beaucoup, mais c'est aussi quelqu'un qui a une capacité pour attaquer la profondeur. Donc, voilà. Est-ce qu'il est capable d'utiliser ça? On verra. Kyler Murray, il n'a pas non plus toujours eu de la réussite avec ses receveurs. DeAndre Hopkins, qui était le receveur star des Cardinals, a été beaucoup blessé. Et quand il n'était pas blessé, il était suspendu. Il a fait des fois des demi-saisons, des 2/3 de saison. Bon. Marquise Brown, qu'on avait fait venir pour lui faire plaisir. Je rappelle, c'était son copain de la fac. Ils jouaient ensemble à l'université. Et donc, à la draft, il y a 2 ans, on a échangé le premier tour qu'on avait, notamment avec d'autres petits choix, pour récupérer Hollywood Marquise Brown des bâtiments Ravens. Bon, lui aussi il a été blessé, et donc voilà, je crois ce qu'on peut dire sur Kyler Murray, c'est qu'il a rarement eu l'intégralité de son groupe de receveurs à sa disposition. Hurts, le tight end, Zach Ertz sort également une saison blanche. A priori, il sera de retour pour la première semaine de saison régulière cette année. Kyler Murray, il a eu toujours des blessures par-ci par-là. Et puis, faut le dire, il a jamais eu non plus une ligne offensive potable. Hudson l'a été vaguement le centre à un moment, mais bon, globalement, c'était compliqué. Et si Kyler Murray, il a bien une faiblesse, c'est justement que c'est un quarterback qui a besoin de temps pour lancer. C'est pas un joueur qui va enchaîner les lancers en moins de 2 secondes. On en reparlera plus tard sur des joueurs dont c'est vraiment la qualité. C'est pas le cas de Kyler Murray. Donc forcément, quand tu es mal coaché, que tu passes ton temps à courir pour ta vie, tout ça pour trouver péniblement un groupe de receveurs qui est diminué, c'est compliqué. Bon, on va pas faire une heure d'émission sur Kyler Murray, mais ça me paraissait intéressant d'en parler parce qu'il y a un vrai débat.
Il y a un vrai débat autour de Kyler Murray. Arizona est en pôle, d'après on va dire les cotes pour l'instant. Arizona est en pôle pour être premier choix de la draft l'année prochaine. Du coup, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait si on a le premier choix de la draft Personnellement, pour plein de raisons, je ne crois pas un seul instant qu'on prendra un quarterback. Le front office fait confiance à Kyler Murray. C'était une des conditions sine qua non pour le nouveau head coach. Je pense que s'ils avaient voulu un quarterback, ils seraient restés en 3e position, alors que là, cette année, ils sont descendus à la draft. Ils seraient restés en 3, ils auraient pris Anthony Richardson. Et surtout, Kyler Murray, il a signé un nouveau contrat l'année dernière, et du coup, ça coûterait très très cher aux Cardinals de s'en séparer. Moi, je pense que du côté des Cards, on va considérer que la saison 2023 sera une saison blanche. Ça me paraît compliqué de faire porter le chapeau à Kyler Murray s'il revient en semaine 8 et qu'il reprend une équipe qui a 1-7, quoi. Ou 1-6, je sais plus exactement quand est la bye week des Cardinals. Bon, on en reparlera sûrement, mais à supposer qu'on soit numéro 1 à la draft en 2024, je pense que la stratégie qu'on adoptera au niveau des Cardinals sera dépendante du deuxième choix qu'on a. On a un autre premier tour, c'est celui des Texans. Il est actuellement prévu numéro 2, toujours au niveau des bookmakers. Moi, je pense qu'il sera plutôt vers le bas du top 10. Je m'attends pas à ce que Houston soit aussi catastrophique que l'année dernière. Donc bon, on va pas épiloguer 107 ans sur le choix à faire. On va voir déjà comment se passe la saison. Mais un QB en première position, je crois pas. De toute façon, on a 3 options. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on choisit un QB, soit on prend un autre joueur, ou alors on échange ce pick. Ce qu'on fait cette année les Chicago Bears. On m'a fait remarquer récemment, donc je l'évoque, même si moi personnellement je ne crois pas, qu'on pourrait aussi très bien choisir un quarterback et garder Kyler Murray. Alors ça se défend, bien sûr, ça permettrait de mettre un peu la pression sur Kyler Murray et lui dire écoute Coco, va falloir se bouger maintenant parce qu'on t'a mis quelqu'un pour te remplacer si tes prestations s'améliorent pas. Ça me paraît quand même être un bon gâchis de premier choix. Tu prends un quarterback au premier choix, c'est pour le faire jouer, c'est pas pour le mettre sur un banc, parce que qu'est-ce que tu fais de Caleb Williams ou de Drake May si tu l'as drafté et que tu le mets sur le banc et que finalement Kyler il donne satisfaction? Non, autant échanger ce pic-là avant avec une équipe qui veut un quarterback avant la draft, plutôt que de prendre un joueur pour potentiellement l'échanger ensuite. On y gagnera plus. Voilà. J'ai été un petit peu long, mais en tant que fan des Cardinals, ça me paraissait compliqué de faire cette vidéo sans parler de Kyler Murray. Alors bien sûr, en son absence, on évoquera lors des débriefs le quarterback qui jouera pour Arizona. Dans les prochaines vidéos, je pense que ce sera Colt McCoy. Le rookie Clayton Tune a fait plutôt un bon début de pré-saison, mais à mon avis, on titularisera Colt McCoy. Et évidemment, c'est pas rassurant. Je pense que si j'avais dû mettre Colt McCoy dans ce classement, même Clayton Tune, il aurait probablement été dernier. Après, McCoy, il a montré en 2021, par exemple, pendant la blessure Kyler Murray, à une époque où les Cardinals étaient invaincus, qui pouvait tenir la baraque sur quelques matchs. Alors, à suivre. On enchaîne numéro 17. Russell Wilson, Denver Broncos. Alors, Russell Wilson, c'est un cas compliqué aussi, parce qu'il sort d'une saison catastrophique avec les Broncos, alors qu'il a coûté très très cher. On a échangé plein de capital draft pour le faire venir, on lui a donné un gros salaire, donc ça pèse sur la masse salariale. Je vous rappelle un peu le fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a un cap, un salary cap en NFL. Ce qui fait que on n'a pas des moyens illimités. À un moment donné, le salary cap, on ne peut pas payer plus que ce qu'on est autorisé à payer. Et ça, c'est le même pour toutes les franchises. Donc, il a coûté très très cher. Alors, est-ce qu'un changement d'environnement, est-ce qu'il ne s'est pas intégré dans le système? On ne sait pas trop. Mais bon, j'ai posé quand même une petite question un peu provocatrice la saison dernière. Je me demande si Russell Wilson, il serait pas tout simplement rincé. Je pose la question parce qu'on a eu quelques joueurs excellents, voire légendaires au poste de quarterback qui ont joué très très vieux. Tom Brady, Aaron Rodgers qui est toujours là, Drew Brees.
Et je me demande s'ils n'ont pas un petit peu, tous ces joueurs-là, faussé l'évaluation qu'on peut se faire de la longévité d'un joueur et de la longévité d'un quarterback. Russell Wilson, il aura 35 ans au cours de la saison, c'est vieux pour un sportif de haut niveau. Alors, je vais essayer de réussir franchement, hein. Comme j'ai dit, moi je veux que des bons quarterbacks en NFL. Peut-être qu'il le fera. Ça va passer évidemment par une évolution qu'on a vu être un peu amorcée sur ces dernières années avec les Seahawks. Forcément, il va pas courir comme il courait au début de sa carrière, ça c'est sûr. Ça passera peut-être par une adaptation qui sera meilleure. Maintenant qu'il a eu un an pour se faire à Denver, il va avoir un nouveau coach qui est un peu une légende également dans le milieu du coaching, Sean Payton. Mais bon, les Broncos, ils ont quand même une division compliquée. Rien que le fait d'être avec les Chiefs, ça plombe un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Russell Wilson, ça fait partie des gros points d'interrogation de cette saison et que ça va être très intéressant de le suivre. On enchaîne, numéro 16. Jared Goff, Detroit Lions. Alors, Jared Goff, je l'ai mis là parce que, mine de rien, pile au milieu de la ligue, 16e. Qui aurait dit ça il y a quelques années? Il décevait énormément Jared Goff pour un premier choix de la draft. Alors ouais, il y a eu cette saison, il va au Super Bowl avec les Rams, mais depuis c'est un peu en dents de scie, on ne savait pas trop. Et il a fait une bonne saison l'année dernière. Alors c'est pas sa meilleure saison statistiquement, ça joue à pas grand-chose. C'est sa 3e saison en termes de yards et sa 2e en termes de touchdowns lancés. Mais voilà, on parle beaucoup des stats évidemment parce que c'est le moyen le plus facile qu'on a pour comparer les joueurs, mais il n'y a pas que ça qui compte, évidemment. Il y a l'impression générale et ce qu'un joueur peut apporter sur le terrain en dehors de ses statistiques pures. Moi, Jared Goff, il m'a fait une très très belle impression l'année dernière. Il est super bien entouré avec Amon-Ra St. Brown notamment, le receveur. Il a un bon coach que j'aime beaucoup. Il a fait une saison de vrai gestionnaire, je dirais. Donc maintenant, la question, ça va être, est-ce que ce sera une sorte de one-year wonder, comme on dit? C'est une question qu'on se pose sur quelques joueurs de la ligue, on y reviendra plus tard. Ou est-ce qu'il peut vraiment s'installer comme le franchise QB des Lions pendant quelques années? Parce que quand même, mine de rien, il commence à avoir son âge aussi. Les Lions ont d'ailleurs drafté un quarterback pour visiblement jouer derrière lui, pour être derrière lui dans la rotation, mais peut-être pour le titulariser dans le futur. Bon, on verra ça. Mais c'est un joueur super intéressant, Jared Goff, et on va avoir un œil attentif sur lui. On enchaîne, numéro 15. Brock Purdy, San Francisco 49ers. Alors, notre Mr. Irrelevant 2022. Mr. Irrelevant, c'est, je rappelle, le dernier choix de la draft. Et en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il a un sacré destin. J'entends de tout sur Brock Purdy. Pour certains, c'est l'un des plus gros styles de l'histoire de la draft. Je rappelle donc qu'il a été choisi en dernière position par les 49ers en 2022. Il était à la base 3e quarterback dans la rotation. Et puis, avec les blessures de Trey Lance, de Jimmy Garoppolo, il s'est retrouvé titulaire. Pour d'autres, c'est une arnaque. N'importe qui ferait aussi bien dans ce système-là. Alors, je peux entendre cet argument-là. Il y a des gens qui disent, ouais, mais de toute façon, le quarterback dans le système de Shanahan à San Francisco, c'est pas si important. Tu mets n'importe qui, ça marche. Bon. Mais je pose la question du coup à mon tour. Si tout le monde ferait aussi bien, pourquoi tous ne le font pas? Si c'est si facile, un système comme ça, où le quarterback, finalement, c'est pas si important, pourquoi tous les head coachs le piquent pas? Pourquoi ils appliquent pas ce système-là? Non, moi, je pense qu'il faut saluer qu'il a fait une très belle saison, Brock Purdy, donc je l'ai mis là, en milieu de peloton. Voilà, on verra ce qu'il donne. Pour Purdy, pour l'instant, on peut se baser que sur quelques faits pour sa première saison. C'est très encourageant, ses résultats sont là, il a fait une finale de conférence, mais oui, c'est pas le bras de Josh Allen, c'est pas le génie de Patrick Mahomes, c'est pas la vista de Jalen Hurts, bien sûr. Mais bon, sans en faire des caisses, je pense qu'on peut simplement saluer la performance de jeune quarterback et on attend de voir si ça va se confirmer ou pas en 2023. On enchaîne, numéro 14. Geno Smith, Seattle Seahawks. Alors, un petit tir groupé des équipes de NFC West, là, plus ex-NFC West avec Russell Wilson. Alors, Geno Smith, si je l'ai mis là, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'il sort d'une excellente saison. Plus de 4 milliards à la passe,
30 touchdowns à la passe, 11 interceptions. Si on compare l'ensemble de sa carrière entre 2013 et 2021, il était à 34 touchdowns à la passe. Il en fait quasiment plus en une saison qu'en quasiment 8 saisons auparavant. Deuxième raison, qui m'a décidé à placer Geno Smith aussi haut, c'est... si on regarde objectivement, je pouvais pas faire autrement que le mettre en meilleur quarterback de la NFC West. J'ai déjà évoqué tous les autres. Objectivement, je suis un peu obligé de mettre Geno Smith comme meilleur quarterback de la division. Je rappelle, le but du power ranking, c'est pas forcément d'évaluer le talent pur, le potentiel, quoi que ce soit, c'est vraiment essayer de faire un bilan des forces en présence. Aujourd'hui, à l'instant T, quels sont les quarterbacks à la fois les meilleurs et les mieux armés. Geno Smith, avec la saison qu'il a fait, il a bien mérité quand même ce titre de meilleur QB de la NFC West. Ces Seahawks que tout le monde promettait à une lutte pour le premier choix de la draft avec Atlanta avant la saison 2022. Je pense que j'ai pas entendu une seule personne me dire que le premier choix de la draft se jouerait entre d'autres équipes que Atlanta ou Seattle. Et ils ont fait une saison magnifique, ces Seahawks. Une saison magnifique. Il y a du matos autour de lui, Geno Smith, cette année encore. Bon, alors, ça n'annonce pas terrible parce qu'au niveau des coureurs, il y a eu plusieurs blessures. Kenneth Walker, Zach Charbonnet, on ne sait pas trop exactement le rookie dans quelle forme il va être, mais au niveau de ses receveurs, ouais, il y a de quoi être enthousiaste. DK Metcalf, Tyler Lockett, ils sont toujours là. Moi, j'aime beaucoup Tyler Lockett. Je pense que c'est un des receveurs les plus sous-cotés de la ligue. Il sort d'une 4e saison consécutive, à plus de milliards, 4 saisons à la suite, à plus de milliards. Et en plus, on lui rajoute le meilleur receveur de la QV 2023 avec Jackson Smith-Njigba. Alors, si je pouvais faire un petit reproche à l'attaque des Seahawks, c'est peut-être de ne pas s'appuyer suffisamment sur le tight end Noah Fent qu'ils ont récupéré dans le trade de Russell Wilson. Et je pense que si ça clique bien avec ses receveurs et qu'on ajoute Noah Fent dans l'équation, oh là 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 là, ça peut être létal cette année encore, l'attaque des Seahawks. Attention à eux. Et puis attention dans les deux sens aussi, parce que notre Geno Smith, il est un peu revenu entre les morts en 2022. Et donc je pense qu'on peut aussi légitimement se poser la question, est-ce qu'on serait pas face à un one year wonder, une sorte de miracle d'un an. Ça s'est souvent vu en NFL, ces joueurs qui ont été excellents une saison et puis plus rien. On verra, mais vraiment il y a des raisons d'être optimiste du côté des Seattle Seahawks. On enchaîne, numéro 13. Daniel Jones, New York Giants. Alors, c'est un cas un petit peu ambigu, Daniel Jones, parce que c'est un joueur qui avait déçu globalement depuis son arrivée dans la ligue, pour une simple et bonne raison, tout simplement parce que les Giants ne gagnaient pas. Si je prends le bilan par saison depuis 2019, 4-12, 6-10, 4-13, on leur promettait un petit peu l'enfer à ces Giants, et puis ça a super bien cliqué l'année dernière avec l'arrivée de Brian Daboll comme head coach, qui a d'ailleurs été élu coach de l'année. Et Daniel Jones, il a fait la meilleure saison de sa carrière, et c'est la meilleure saison vraiment sur tous les aspects. On l'a dit, donc c'est sa première saison avec un bilan positif. C'est sa meilleure saison en termes de yards à la passe, c'est sa meilleure saison en termes de yards à la course. Et plus que ça, il faut faire attention avec ses stats parce qu'on a un match en plus depuis récemment. Mais c'est sa meilleure saison en pourcentage de passes complétées. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Je trouve que Daboll a su vraiment tirer le meilleur de Daniel Jones, notamment en utilisant à bon escient ce côté double menace. Et du coup, sa bonne saison 2022 fait qu'on est obligé de considérer Daniel Jones et de surveiller les Giants. Mais c'est pas gagné pour autant. Il faudra se méfier encore une fois d'une saison one year wonder. Je suis obligé d'utiliser pour Daniel Jones et aussi parce que c'est des équipes, les Seahawks, les Giants, qui ont une trajectoire un petit peu similaire avec des bonnes saisons alors que pas grand monde les attendait. Donc évidemment, on surveille ça. La différence pour les Giants par rapport aux Seahawks, c'est que déjà la division est super compliquée. Il y a les Eagles, évidemment, qui seront favoris en NFC, puisqu'ils sortent du Super Bowl et ils sont encore renforcés, ils ont vraiment une belle équipe. Il y a les Cowboys,
Bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais toujours pour la gratter, cette équipe de Dallas. Et puis même les Commanders, ils pourraient être embêtants. Hein. Et puis on se demande toujours un peu pour les Giants, c'est qui leur receveur numéro 1 hein Darius Slayton, il sort d'une plutôt bonne saison. Isaiah Hodgins, en fin de saison, il s'est montré vachement intéressant. Ça manque quand même d'un vrai grand receveur pour moi du côté de New York. Ils ont attendu le 3e tour seulement pour adresser ce poste-là à la draft. Alors, il paraît que le rookie Jalin Hyatt, il a montré des super choses au camp d'entraînement, mais attention, ça reste que le camp d'entraînement, il faudra voir sur le terrain. Moi, ça m'a un peu étonné qu'ils partent pas sur un receveur beaucoup plus tôt et dès le premier tour. Alors, à leur décharge, c'est vrai que les 4 qui étaient attendus au premier tour, ils sont tous partis dans les 4 choix juste avant les choix des Giants. Njigba à Seattle, Quentin Johnston aux Chargers, Zay Flowers aux Ravens et Jordan Addison aux Vikings. Donc voilà. Le groupe est ce qu'il est. Pour en revenir à Daniel Jones, je pense que s'il continue dans sa lignée 2022, c'est-à-dire en jouant intelligemment, la passe, la course, et ben ça peut rester un quarterback vraiment solide en NFL. On enchaîne. Numéro 12. Derek Carr, New Orleans Saints. Alors, Derek Carr, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui divise un petit peu. Alors, c'est pas un talent exceptionnel, c'est pas le mec non plus qui va courir 100 yards par match, mais je trouve, concernant Derek Carr, qu'il a toujours fait avec le matériel qu'il avait à sa disposition. Hein. Il s'en est plutôt pas mal sorti aux Riders. Alors, il avait l'année dernière un des meilleurs receveurs de la ligue avec Davante Adams, mais la défense prenait tellement cher que c'était compliqué pour les Riders d'exister l'année dernière. Et puis si on prend la saison d'avant où il n'y avait pas encore Davante Adams, eh ben c'est peut-être même la meilleure saison de sa carrière. Hein. Il y a un moment, rappelez-vous, pendant tout le début de saison, il était dans la discussion pour être MVP, Derek Carr. Hein. C'est un joueur que j'aime bien parce que voilà, c'est un gars fiable, hein, comme on dit. Il va vraiment se mettre au diapason de son équipe. Si l'équipe joue bien, il fera pas d'erreur. Par contre, on l'a vu l'année dernière, quand l'équipe commence à mal jouer, bah, sa production chute un petit peu. Moi, vraiment, c'est mon gars fiable, Derek Carr en NFL. Donc, il arrive là, nouvel environnement, nouvelle équipe. C'est jamais évident, mais il a tout pour réussir. Il a des receveurs de qualité. Olave, le receveur qui sera en 2e année, qui a fait une super saison rookie. Michael Thomas, s'il reste en bonne santé, c'est toujours un énorme talent. Il a des coureurs excellents à ses côtés, même si Alvin Kamara va manquer quelques matchs, il sera suspendu, mais il y a du monde. Ils ont signé Williams en provenance de Détroit. Ils ont également drafté un rookie au poste de running back. Et puis, surtout, pour les Saints, ils ont une division qui est assez faible. Hein. Quand j'ai regardé comme ça qui pourrait gagner dans chaque division, et ben moi, je me suis dit que les Saints, ils pourraient presque gagner la NFC Sud avec un bilan négatif. Hein, ce qu'ont fait d'ailleurs les Buccaneers l'année dernière. Donc, Carr, il va être capitaine de ce bateau des Saints, qui a des ambitions, ça c'est sûr. Ils veulent retourner en playoff dès cette année. Et vraiment, si ça clique, s'il n'y a pas de problème d'adaptation à l'équipe, au staff, à l'environnement, moi je pense qu'il peut faire une très très belle saison du côté de la Nouvelle-Orléans. On enchaîne. Numéro 11. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars. Alors, ce sera la 3e saison pour le premier choix de la draft en 2021. Trevor Lawrence, c'est une saison rookie assez compliquée. D'ailleurs, les Jaguars, ils ont de nouveau choisi en première position à la draft 2022. Donc, ils ont 2 ans de suite le premier choix, donc 2 ans de suite le pire bilan. Il a notamment lancé pas mal d'interceptions sur sa saison rookie, mais bon, il avait un effectif relativement faible autour de lui. Et moi, j'avais trouvé déjà que c'était plutôt encourageant. Il y avait beaucoup de ces interceptions qui n'étaient pas forcément de son fait. Et puis, en 2022, ça a beaucoup mieux tourné avec les Jags. Hein, avec cette qualification en playoff, ils ont éliminé les Chargers. Donc, pas n'importe qui quand même. Ils ont fait de sacrés remontadas en étant menés de 20 points à la mi-temps. Et puis, ils ont même embêté les Chiefs. Hein, ils n'étaient pas si loin contre le futur champion. Ils perdent une possession. Moi, Trevor Lawrence, c'est un joueur que j'aime bien.
notamment parce que je trouve une très très grande qualité, c'est qu'il lance très très vite. Je parlais de Kyler Murray tout à l'heure qui est incapable de lancer vite à mon goût. Trevor Lawrence, il a vraiment cette capacité-là. En 2022, si je prends uniquement les titulaires de la ligue, c'était le 3e le plus rapide pour lancer le ballon. Il n'y a que Tom Brady et Joe Burrow qui faisaient mieux. C'est quand même assez notable. Hein. C'est-à-dire quoi lancer vite? C'est pas lancer vite pour lancer n'importe où. Non, je me débarrasse du ballon. Non, non. Il a montré qu'il pouvait être précis, Trevor Lawrence. Et en particulier parce qu'il a été super bien entouré. Alors, je me souviens l'année dernière, quand les Jaguars, ils ont recruté Christian Kirk d'Arizona et qu'ils en ont fait le receveur le mieux payé de la ligue à l'époque, tout le monde s'est moqué d'eux. Ils disaient, ouais, il le surpaye, oh là là, c'est trop cher pour Kirk, il a jamais montré qu'il pouvait être un receveur numéro 1. Et ben, il a complètement répondu aux attentes, Christian Kirk. Quelle saison il nous a faite, hein. Cette année, il récupère Calvin Ridley, qu'ils avaient signé l'année dernière, qui avait été suspendu lors de cette dernière saison à Atlanta pour avoir parié sur des matchs. Et donc vraiment, il y a un corps de receveurs autour de Trevor Lawrence qui fait rêver. Hein. Beaucoup d'équipes aimeraient avoir le même. Calvin Ridley, attention, ça peut prendre un petit peu de temps parce que on l'a vu hein, quand on a passé certains temps, plus d'1 an sans jouer, c'est compliqué de revenir au même niveau tout de suite. Mais franchement, si Calvin Ridley revient à un niveau similaire à celui qu'il avait à Atlanta, cette attaque des Jaguars, ça peut très très vite scorer à foison. Hein. Il y a aussi Zay Jones, j'oublie pas. Enfin, il y a vraiment une belle équipe. Hein. Les Jaguars sont dans une division où ils seront assez nettement favoris. Faudra faire attention aux Titans, on en a déjà parlé, mais bon, les Colts et les Texans, ils seront en reconstruction, ils seront sûrement meilleurs que l'année dernière, mais peut-être qu'ils seront encore un petit peu loin pour pouvoir venir rivaliser avec les Jaguars pour le titre de division. Donc, Trevor Lawrence, il a vraiment toutes les armes pour réussir. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Jaguars de la draft? Eh ben, ils ont rajouté un super tackle drafté au premier tour, Anton Harrison. Il a fait une super pré-saison, en tout cas pour le début de la pré-saison. Il a fait vraiment de super matchs. Alors, voilà, ça permet de protéger encore mieux Trevor Lawrence. Et donc, en le protégeant mieux, bah, il va être encore plus efficace parce que s'il arrive à lancer vite, eh bien, imaginez ce qu'il peut faire s'il a encore un petit peu plus de temps. Moi, je vous fiche mon billet. Je pense que si je refais un power ranking quelque part vers la mi-saison, ce sera peut-être le cas d'ailleurs, je pense que Trevor Lawrence il sera dans le top 10, large. On verra ça, mais en tout cas, il a toutes les cartes en main pour réussir. On continue avec le numéro 10. Kirk Cousins, Minnesota Vikings. J'ai pris un petit moment de silence pour qu'on intègre bien l'information. Et oui, Kirk Cousins est dans le top 3 des quarterbacks de la NFC. C'est un joueur qui a beaucoup divisé parce que voilà, il y avait cette réputation, on l'appelle encore un petit peu encore aujourd'hui, Primetime Kirk, hein, qui était incapable de performer dans les grands matchs. Mais bon, à un moment, il va falloir se poser et rappeler que le gars, il sort quand même d'une saison à 13 victoires. Alors, d'accord, je veux bien, il y a eu plein de victoires sur le fil. D'accord, il y a eu cette défaite en playoff à la maison contre les Giants, mais quand même, sa saison, elle se pose là, quoi. À un moment donné, tu peux pas dire oui, mais, non, il y a cette saison, elle est pour lui. Il n'y a pas tortiller. Hein. Et la saison d'avant, il avait fait un très bon début de saison. Il avait même fait un mois de septembre. On se demandait pas s'il allait pas être dans la course MVP. Je me rappelle, il y avait des articles. Oh là là, ils sont où les Patrick Mahomes, les Josh Allen, etc. Alors, les Tom Brady, les Aaron Rodgers, on a quoi? On a Derek Carr et Kirk Cousins, c'est peut-être les meilleurs QB de la ligue en septembre. Bon, après, ça a un peu chuté, mais voilà, franchement, c'est un quarterback, il peut être très bien. Et puis, c'est un quarterback qui est super bien entouré. Il a un excellent head coach, vraiment. On l'a vu dans la série documentaire quarterback, on voit son lien avec son coach, c'est super important pour lui. Il a le meilleur receveur de la ligue, Justin Jefferson, et tout ça, ça compte. Alors, il est plus tout jeune, c'est sûr, mais c'est un joueur qui a l'air de toujours se donner à 100%. Et moi, je pense qu'on a peut-être un peu tendance à enterrer un peu vite les Vikings cette saison, en tout cas à les oublier.
Hein, on oublie un petit peu leur bonne forme l'année dernière, on oublie qu'il y a du matos en attaque, et voilà. Pour toutes ces raisons, moi je pense que Kirk Cousins, top 10, ça me paraissait pas déconnant. Maintenant, comme j'ai dit depuis le début, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, et ben n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de problème, on discute, on est là pour parler. Le but de la chaîne, c'est d'ouvrir le débat. Vraiment. On continue numéro 9. Dak Prescott, Dallas Cowboys. Alors, concernant Dak Prescott. Déjà, on a une saison tronquée en 2022. C'est sûr que, regarder les stats, ça va pas toujours être très parlant dans ce cas-là. On peut quand même noter deux choses. Dak Prescott, ça reste un quarterback précis, il est dans le top 10 de la ligue au niveau du pourcentage de passes réussies, de passes complétées, mais il a eu une tendance aux interceptions cette année qui était un petit peu inquiétante. Il a lancé plus d'interceptions en 12 matchs joués en 2022 qu'en 16 matchs joués en 2021. Et malgré tout, cette année, moi j'y crois encore à Dak Prescott. Les Cowboys, on sait que c'est une équipe qui va toujours être poil à gratter, toujours, faut jamais les enterrer. Et évidemment, les Eagles seront favoris de la division, mais ce sera pas gagné d'avance pour Philadelphie parce que Dallas c'est toujours solide. Il y a énormément d'attentes du côté des Cowboys. Et Dak Prescott, c'est un joueur qui peut se mettre au diapason. Si l'équipe tourne bien autour de lui, si elle est performante, il va être performant. Je pense que c'est pas le quarterback qui va porter une équipe vers le haut à lui tout seul, qui va sonner la révolte, comme certains dont on parlera un petit peu plus tard, mais quand l'équipe tourne, ça marche. Et je pense que c'est pas non plus il va pas porter son équipe vers le haut, mais c'est pas non plus le quarterback qui va plomber l'équipe tout seul. Alors on l'a un petit peu moqué, il y a eu ce truc en playoff, vous vous rappelez l'année dernière là, ce truc où on le voit courir tout droit en fin de match alors qu'ils ont plus de temps mort, les Cowboys n'ont pas le temps de se remettre en place pour arrêter le chronomètre et le match se termine en autre boudin. Cette année on les a encore un peu moqués, il y a eu cette formation très étrange sur le dernier jeu du match avec Zeke Elliott, le running back aligné en unique lineman offensif. Toujours est-il que cette équipe, elle va être là. Je ne sais pas à quel point, je ne sais pas jusqu'où, mais il va falloir compter sur Dallas parce que ils ont une très bonne défense en plus avec Micah Parsons. Micah Parsons qui a des meilleurs défenseurs de la ligue, cette capacité d'avoir des gros jeux, des big plays comme on dit en défense avec Trevon Diggs, le cornerback. On dit souvent que le foot, ça se gagne dans les tranchées. Ça veut dire quoi dans les tranchées? Ça veut dire sur les lignes. La ligne défensive, celle qui essaye de mettre la pression sur le quarterback adverse, et la ligne offensive, celle qui protège son quarterback. Et sur les deux lignes, Dallas, ils ont des super joueurs, vraiment. Alors ça manque peut-être d'un grand tackle droit, mais ils ont peut-être le meilleur garde de la ligue avec Zach Martin. Je sais que j'ai dit ça pour un autre garde tout à l'heure, mais voilà, c'est dans le top 3, on va dire, des gardes de la ligue. Ils ont un excellent tackle gauche, Tyron Smith, et voilà. Il a de la protection, Dak Prescott. Il a de la protection et il a des cibles. CeeDee Lamb, très très bon. Michael Gallup. Ils ont signé Brandon Cooks, qui arrive de Houston. Et puis, va falloir avoir un œil cette année sur quelques joueurs. Moi, je pense à Jake Ferguson, le tight end, qui est en deuxième année. Jalen Tolbert, les échos du camp d'entraînement sont excellents. Alors, encore une fois, c'est que les camps. Mais voilà, on dit beaucoup de bien de ce receveur. Ils ont récupéré le tight end de Luke Schoonmaker à la draft assez haut. Ça a été un peu surprenant d'ailleurs. On va tourner un petit peu plus bas, Luke Schoonmaker. Ils l'ont récupéré au deuxième tour. Donc voilà. Méfiance avec ces Cowboys. On a tendance à les enterrer un petit peu. Moi, je pense qu'ils vont vraiment être là à un bon niveau et Dak Prescott avec. On continue. Numéro 8. Lamar Jackson, Baltimore Ravens. Alors, ce que je voudrais dire tout de suite sur Lamar Jackson, c'est qu'il y a un truc qui m'agace, mais vraiment, c'est que dès qu'il y a un quarterback capable de courir, il y a tout un tas de gens qui disent « lui, c'est un running back. » Ouais, j'en connais des gens, j'ai même des copains avec qui on se vanne là-dessus, mais c'est une vraie tendance. Lamar, il court, c'est un running back. Hurts, il court, c'est un running back. Des fois, je me demande s'ils vont pas me dire que Tom Brady, c'est un running back parce qu'il a mis des QB sneak dans sa carrière.
Franchement, Lamar, c'est pas qu'un coureur, ça peut être un bon passeur s'il est bien entouré. Il a déjà été MVP, alors oui, c'était en 2019, ça remonte un petit peu. Mais d'ailleurs, un truc que je savais pas sur son titre de MVP que j'ai appris en préparant l'épisode, c'est qu'il a été élu à l'unanimité. Hein. C'est arrivé que 2 fois dans l'histoire, Tom Brady en 2010 et Lamar Jackson en 2019. Et donc ça veut dire quelque chose, hein, c'est pas rien. Hein. Lamar Jackson, je l'ai dit il y a un instant, il peut être capable d'être bon à la passe s'il est bien entouré, et c'est un petit peu le problème quand même. Le niveau du corps de receveur à Baltimore ces dernières années, qu'est-ce que c'était compliqué. Alors ils se sont penchés dessus cette année lors de l'intersaison, ils ont drafté Zay Flowers, le receveur supersonique de Boston College, ils ont signé Odell Beckham Jr. Alors Beckham il est plus tout jeune, il revient d'1 an sans jouer, l'année d'avant il avait eu sa bague avec les Rams, alors est-ce qu'il va être aussi investi, est-ce qu'il va pas être un peu en dilettante du côté de Baltimore, on verra, il n'y a que le terrain qui va nous le dire, mais en tout cas il y a du monde pour aider Lamar Jackson. Et si tout ce petit monde se met au diapason, vraiment, si Mark Andrews, le tight end, retrouve son niveau de 2021, j'aimerais bien voir aussi plus utiliser le tight end de deuxième année, Isaiah Likely, qui m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très prometteur et il était utilisé un peu avec parcimonie l'année dernière. Voilà. Je pense que dans ce système-là de Baltimore, il y a vraiment moyen d'utiliser plus les 2 tight ends. Donc ça va pas dépendre que de Lamar hein, cette saison pour Baltimore. Ça fait beaucoup de si. Il y a aussi l'aspect blessure qui va être prépondérant pour Lamar Jackson parce qu'il revient d'une saison où il a été pas mal blessé. Mais franchement, un joueur de cette qualité, s'il est utilisé intelligemment, je pense que ça peut détonner du côté des Ravens. Et je reviens 2 secondes sur cette histoire de ouais, c'est un coureur, nanana. Ce que je voudrais dire aussi, c'est pourquoi ce serait une faiblesse d'avoir un aspect double menace. Alors oui, forcément, il faut l'utiliser intelligemment. Quarterback, tu sais qu'il va courir, bah, c'est comme sur Madden, hein, t'anticipes à chaque fois, tu fonces direct dessus. Non, bien utilisé, de manière réfléchie, c'est un vrai atout d'avoir ça dans son panel, de pouvoir courir, et de pouvoir courir aussi bien que Lamar Jackson. D'ailleurs, on le voit bien, le jeu il évolue vers ça aussi, j'ai pas fait le décompte, mais dans les 31 quarterbacks que j'ai traités ici, ou que je vais avoir traité à la fin de la vidéo, je pense qu'il y a une majorité qui est capable de courir, je dis capable, ils vont pas tous nous faire des saisons à 7 ou 800 yards comme Lamar Jackson, on est bien d'accord, mais courir quand il y en a besoin, ouais. Et le jeu il a évolué. Donc voilà, un joueur comme Lamar, s'il le fait bien, j'insiste, s'il le fait bien, donc s'il est bien coaché, moi je pense que ça peut être très très intéressant pour cette attaque des Ravens cette année. On continue. Numéro 7. Tua Tagovailoa, Miami Dolphins. Et oui. Toi, c'est peut-être un des quarterbacks qui divise le plus parce que vous voyez, moi je l'ai mis 7ème. Il y a certains power rankings, vous pouvez le retrouver beaucoup plus bas. J'ai vu certains le mettre jusqu'à 19ème. Mais bon, faut rappeler déjà en sa faveur qu'il sort de sa meilleure saison en carrière. Hein. Il a fait que progresser depuis qu'il est arrivé dans la ligue. C'est simple, en termes de yards à la passe, il gagne à peu près 1000 yards par saison. 1814 en 2020 pour sa saison rookie, 2653 pour sa 12e saison, et là en 2022 il a gagné 3548 yards à la passe. Hein, ça commence à devenir vraiment intéressant pour les Dolphins. Alors, toi, c'est un joueur qui est un petit peu particulier, on l'a vu prometteur, mais avec des saisons parfois compliquées. On l'a beaucoup aidé l'année dernière, on l'a bien entouré, on a récupéré évidemment Tyreek Hill, on a mis du monde sur la ligne offensive pour le protéger, et justement, là, c'est un point qui va être en question. Est-ce qu'on va réussir à bien protéger Tua Tagovailoa? Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle qu'il a eu des gros problèmes de blessures, on avait vu plusieurs protocoles commotion, et maintenant vous le savez peut-être, quand il y a des matchs avec des commotions, on ne peut pas rejouer tout de suite. Certains ils ont dit mais c'est pas possible, faut qu'il arrête le foot, s'il rejoue il va finir paralysé, voire pire. Je suis pas loin d'être d'accord, mais bon, il est toujours là, c'est le QB titulaire des Dolphins, donc on va considérer pour l'analyse qu'il est là, que s'il est là, c'est qu'il est en bonne santé, et puis ben, on va espérer pour lui qu'il le reste. Hein. Donc si je mets de côté cette question des blessures,
il a fait une sacrée saison 2022, tu vois. À un moment, rappelez-vous, il était dans la discussion pour être MVP, un petit peu en retrait, mais il était quand même cité de temps en temps dans la discussion, c'est pas rien, hein. Personnellement, ces Dolphins, je les vois se renforcer année après année. Ils ont un recrutement assez intelligent en attaque, en défense, et donc je me dis, il n'y a aucune raison. S'ils restent en bonne santé, et j'insiste sur ce point, il n'y a aucune raison qu'ils ne refassent pas une super saison en 2023. Hein. Moi, en tout cas, j'y crois. Je pense qu'il peut rééditer sa saison de l'année dernière, même aller un tout petit peu plus loin. Petit pronostic, moi je les vois bien aller en playoff ces Dolphins, hein, malgré la division compliquée. Je rappelle, hein, ils sont dans un peu la division de la mort. Hein, ils ont les Bills, les Jets qui viennent de récupérer Aaron Rodgers, les Patriots. Même s'ils ont moins de qualité que les trois autres franchises au niveau de l'effectif, c'est toujours une équipe qui est embêtante à jouer. Et voilà. Ça peut être un vrai underdog, comme on dit, ces Dolphins. Et moi, je pense qu'ils peuvent vraiment faire une bonne saison. Et tout va avec, forcément. On continue. Numéro 6. Justin Herbert, Los Angeles Chargers. Alors, on commence à arriver au quarterback où il y a peut-être un petit peu moins à dire. Pourquoi je dis moins à dire? Parce que c'est des QB, là, ceux qui restent, où ça va être compliqué de commencer à trouver des faiblesses. Donc déjà, on va parler des qualités pour Justin Herbert. La principale qualité qu'il a, c'est son bras. C'est peut-être un des plus gros bras de la NFL avec Josh Allen. Donc ça permet quoi ça? Déjà pour le côté fun, hein, pour nous spectateurs, c'est plaisant à voir jouer parce que quand il y a des gros jeux, c'est toujours plaisant. Mais bon, si on prend d'un point de vue plus pragmatique, parce que les joueurs ils sont pas forcément là en se disant je vais faire un truc pour épater la galerie, non, c'est pour gagner quand même sur le terrain. Quand tu as la capacité comme ça à faire des gros jeux, ça fait avancer ton équipe, tout simplement. C'est peut-être un poncif de dire ça, mais le foot US, c'est un jeu de gagne-terrain. Donc, ce qu'on appelle la field position, hein, la position sur le terrain, cette capacité à repousser la défense adverse, c'est vachement important. C'est un énorme atout de lancer loin comme ça. Hein. À la draft, les Chargers, ils ont fait quoi? Ils ont drafté un très bon receveur, Quentin Johnston, qu'on a déjà vu en pré-saison. Alors, mis à part le fait qu'il a un super joli prénom, je pense que c'est un receveur qui peut se faire une place en NFL, mais ça m'a un peu interloqué quand même à la draft que les Chargers fassent ça. Moi, je serais allé sur une autre position, je serais peut-être allé en défense, notamment la défense contre la course qui a été vachement compliquée l'année dernière. Mais bon, ils sont peut-être dit que c'était le meilleur joueur disponible, comme on dit, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'ils ont déjà un petit peu ce profil-là, ils ont déjà un peu le même profil avec Mike Williams, ils ont aussi Keenan Allen, donc ça commence à faire un joli cœur de receveur. C'est vrai qu'ils ont eu du mal à les garder tous les deux sur le terrain en 2022, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu drafter un super bon receveur. Et je pense que l'élément décisif pour Justin Herbert en 2022, ce sera les blessures à la fois de ses coéquipiers et puis de lui-même, parce qu'il a été un petit peu blessé en 2022. Mais s'il reste sur le terrain, que ses receveurs restent sur le terrain, un tel joueur, ça peut vraiment être l'année où ça y est, il va franchir un cap. Alors, évidemment, les Chargers, on l'a déjà dit sur d'autres équipes, mais ils sont pas aidés par leur division parce qu'il y a les Chiefs, donc forcément on se dit il y a déjà un spot en playoff qui est quasiment déjà pris avec les Chiefs, hein, mais Justin Herbert, ça peut vraiment être un top quarterback de la ligue cette saison. Moi, j'y crois. On continue. Numéro 5. Aaron Rodgers, New York Jets. Alors, Aaron Rodgers, c'est un sacré morceau aussi. Moi, je vais vous dire tout de suite, je déteste l'homme, j'admire le joueur. Et encore que sur le joueur, il y a un point qui est un petit peu discutable, j'y reviendrai tout à l'heure, mais bon, c'est un des QB dont j'ai eu plus de mal à trouver la position dans ce classement, parce que évidemment, il a une saison en dents de scie en 2022. Hein. Donc, faut prendre plutôt ce classement-là, hein, je l'ai dit, en valeur globale. Hein. On va peut-être passer outre les déboires de la saison, qui a été compliqué pour les Packers, les états d'âme, le blabla, je veux un nouveau contrat, blabla, je veux être tradé, et je boude parce que mon receveur, il a fait un drop sur une balle facile, donc je le target plus pendant 5 matchs. Non. On essaie de mettre ça un peu de côté et de rappeler quand même que Aaron Rodgers, c'est un quadruple
MVP de la Ligue. 4 fois élu meilleur joueur de la Ligue. J'ai affiché ses stats en carrière, elles sont évidemment excellentes, mais je vais quand même évoquer un petit point justement là-dessus. C'est un petit point de réserve pour moi concernant Aaron Rodgers. Parce qu'on parle des statistiques, c'est toujours intéressant, et on voit en effet qu'il a des statistiques excellentes. Déjà, parce qu'il a joué énormément de matchs, mais même en rapport par match, il a vraiment un super ratio. Moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu avec Aaron Rodgers, c'est cette tendance qu'il a à vouloir justement soigner un peu trop ses stats. Alors, je vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose, et évidemment d'avoir des bonnes statistiques, ça reflète souvent pour un quarterback le fait qu'il est excellent, que l'équipe marche bien, que donc ça gagne. Et chez Rodgers, peut-être un peu plus que chez les autres, ça va être un peu exacerbé, je trouve. Aaron Rodgers, c'est un quarterback qui parfois va un peu trop chercher à soigner ses stats au détriment de son équipe. Je m'explique. Il va refuser, par exemple, de s'appuyer un peu plus sur le jeu au sol. On l'a vu l'année dernière, évidemment, c'est pas lui qui appelle les jeux, mais quand même, un quarterback de cette trempe-là, je pense qu'il est partie prenante dans les décisions de son head coach ou de son coordinateur offensif. Il peut avoir tendance des fois à chercher la passe facile qui va rapporter moins plutôt que le gros risque qui peut faire gagner l'équipe, mais qui pourrait se transformer en interception et donc nuire à ses stats. Bon, une fois qu'on a dit ça quand même, ça me paraissait compliqué, moi, de pas mettre dans le top 5 un joueur qui, probablement, est, disons, dans le top 10 des quarterbacks de l'histoire. Et ben, voilà, on verra ce que ça va donner avec les Jets. Évidemment, ce sera une des attractions de la saison. Il a fait venir quelques connaissances des Packers, Randall Cobb, Allen Lazard. Il va également retrouver Nathaniel Hackett, qui était son coordinateur offensif pendant 3 ans à Green Bay, avant qu'il se plante en beauté du côté de Denver. Donc, il aura des gens avec qui il a l'habitude de travailler. Ça compte pour un quarterback. Les automatismes, ça va peut-être l'aider à passer outre la pression. Il y aura une pression monumentale à New York, les médias, etc. Ils vont s'en donner à cœur joie, quoi. Et du côté des Jets, on a souvent dit ces dernières années, c'est une franchise qui est à un quarterback de la victoire. Voilà, maintenant ils l'ont le quarterback, donc il n'y a plus d'excuses, c'est à lui de prouver qu'il est à la hauteur de la tâche, et ça va pas être facile parce que je l'ai déjà dit, c'est un peu la même chose que ce que j'ai déjà dit sur d'autres franchises comme New England et Miami. C'est un peu les divisions de la mort, cette division. Les Bills et Dolphins sont très attendus aussi, les Patriots ils vont toujours être embêtants à jouer, donc on va voir si c'est le quarterback qu'il faut pour cette franchise. Mais bon, ça me paraissait en effet compliqué de ne pas le mettre dans le top 5 de la ligue. On continue. Numéro 4. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles. Quelle saison il nous a fait, Jalen Hurts. Et franchement, je suis le premier surpris, parce que j'étais assez critique sur lui en 2021. Les Eagles, ils vont en playoff. Mais je trouvais qu'ils avaient un effectif assez limité en 2021. Moi, j'avais dit, vous allez voir, ils vont se prendre une tannée contre les Buccaneers. Ça n'a pas loupé, ils ont pris une raclée. Jalen Hurts, il était intéressant déjà à l'époque. Il avait ce côté double menace, mais je trouvais, moi, que c'était un peu un Kyler Murray de chez Wish, quoi. Et que Kyler Murray étant déjà un Russell Wilson de chez Wish, ça commençait à faire beaucoup, quoi. Ça commençait à faire vraiment low cost, quoi. Qu'est-ce que je me suis trompé et qu'est-ce que je suis content de m'être trompé. Comme j'ai dit, moi je veux que tous les quarterbacks qui soient bons en NFL. Bon, si celui des Rams il peut être mauvais, ça m'arrange, mais franchement, moi je veux voir des beaux matchs, quoi. En 2022, qu'est-ce qui m'a donné tort? Jalen Hurts, on l'a vraiment entouré, une belle ligne des receveurs, l'ajout de Jay Brown qui a été excellent, et ils ont survolé la saison régulière en NFC, Et puis, Jalen Hurts, je vais évoquer un petit peu sa performance au Super Bowl quand même. Quel joli match il nous a fait. Faut pas oublier, les Eagles, ils meurent pas loin des Chiefs. Il y a 3 petits points d'écart. Et il y a une orgie offensive. De mémoire, c'est 38-35 le score. Et puis, si on regarde un peu les stats de Jalen Hurts sur ce Super Bowl, c'est énorme. Ok, il y a ce fumble qui est vachement coûteux parce que ça coûte un touchdown. Mais à côté de ça, il met 3 touchdowns à la course.
et 304 yards à la passe. Il fait quasi 2 fois plus de passes 2 fois plus de yards à la passe, je vais y arriver, que Patrick Mahomes. Hein. Donc il s'est vraiment imposé comme un grand quarterback de NFL. Je pense que c'est le meilleur NFC, qu'il n'y a pas grand monde pour contester que c'est le meilleur quarterback de la NFC. Il a tout pour confirmer cette année. Lui aussi, il va être scruté. Il va falloir renouveler cette excellente saison. C'est jamais facile dans une NFC Est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut être un peu poil à gratter, avec les Cowboys notamment. Mais moi, je pense que les Eagles, ils sont extrêmement bien coachés. Et Jalen Hurts, je le vois pas s'effondrer. Au contraire. Hein, je pense qu'il va continuer de distribuer. Il a 2 super receveurs, AJ Brown, Davante Parker. Il a un super tight end, Dallas Goedert. Donc finalement, je me fais pas tellement de soucis pour lui. Hein. Et puis, on parlait d'utiliser le côté double menace intelligemment tout à l'heure quand j'ai évoqué Lamar Jackson. Bah, c'est ce qu'il fait, lui, Jalen Hurts. Bien sûr, il court, c'est sa force, mais à bon escient. Et puis, vous l'avez vu, il y a ce truc qu'ont vraiment perfectionné les Eagles, cette espèce de gros moule, là, quand faut convertir une 4e et très courte pour faire une sorte de QB sneak, mais un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ils l'ont vraiment perfectionné, et donc, il y a même des gens qui disent, c'est cheaté, ce machin-là, faudrait l'interdire. Il paraît que la NFL y réfléchissait d'ailleurs, mais bon. Encore une fois, si c'est si facile que ça, pourquoi il n'y a que eux qui le font, hein? Pourquoi il n'y a aucun autre head coach qui dit systématiquement en 4e et 1 ou 4e et moins, on va faire ce truc-là? Parce que c'est peut-être pas si facile que ça, et les Eagles, ils ont vraiment réussi à perfectionner ce truc-là. Hein? C'est un peu un jeu qui est emblématique de leur équipe maintenant. Et ça aussi, hein, c'est une sacrée force, hein, vous irez voir ceux qui découvrent, mais en gros, quand il y a donc un tout petit yard, voire moins d'un yard à gagner, qu'est-ce qu'on fait? On met le ballon dans les mains du quarterback, de Jalen Hurts, on a une espèce de gros paquet autour de lui, et puis pour avancer, et c'est super difficile à défendre, et très souvent, ils convertissent. C'est pour ça qu'en 2022, Jalen Hurts, il a inscrit 13 touchdowns à la course en saison régulière, 5 en playoff, dont c'est 3 au Super Bowl, on l'a dit. Et ça, c'est un sacré atout à ajouter à la panoplie d'un quarterback. Il a aussi signé 25 touchdowns à la passe, donc c'est pas un running back. Il a 25 touchdowns et seulement 6 interceptions. Aucune interception en playoff. Vraiment, je vous le redis, je suis super optimiste pour Jalen Hurts et pour les Eagles cette saison. On continue. Numéro 3. Josh Allen, Buffalo Bills. Et ouais. Je sais, Jalen Hurts, il sort d'une saison exceptionnelle. Je sais que Josh Allen, il a montré qu'il commençait à avoir un petit cap difficile à franchir dans les grands matchs. Il a une tendance aux interceptions, Josh Allen, particulièrement en red zone. Bon, c'est mon power ranking. Et moi, franchement, si aujourd'hui on vient me voir et qu'on me dit, Kyler Murray, c'est fini, on va changer de quarterback aux Cardinals, tu peux avoir qui tu veux, tu choisis Jalen Hurts ou Josh Allen. Et malgré tout, moi, je choisis encore Josh Allen. C'est une histoire de niveau, parce que comme j'ai dit, Jalen Hurts va falloir qu'il confirme sa progression de son très haut niveau qu'il a affiché en 2022. Et puis c'est une histoire de feeling sur le joueur, quoi. Josh Allen, il pue la classe. Il pue la classe, ce mec, c'est un régal à le voir jouer sur le terrain, il a un bras, c'est un vrai bazooka, il peut t'envoyer des bombes, et puis il est plutôt grand, plutôt costaud, mais malgré tout, quand faut aller au charbon, il galope, il va chercher des yards à la course. C'est un peu différent du jeu à la course tel qu'on en a parlé pour Jalen Hurts, Lamar Jackson ou même Kyler Murray. Non, lui c'est plutôt j'y vais, je m'impose, quoi. Je rentre dans le tas, j'ai mon petit yard qui me manque pour une première tentative, je vais montrer que je suis le gars qui va aller le chercher. Vraiment, l'année dernière, avant le début de saison, je me rappelle qu'on faisait un peu des Bills les favoris pour le titre, notamment parce que ils s'étaient renforcés, qu'on estimait qu'ils auraient peut-être la meilleure défense de la ligue. Et puis ils ont fait une assez bonne saison dans l'ensemble, mais forcément ils ont perdu ce match assez largement face aux Bengals, et donc on était un petit peu déçus. Et cette année, on sait pas trop où les attendre, les Bills. Hein. Déjà, la division, ce sera un sacré morceau. J'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, il reste favori de cette division. Mais il va falloir justement avoir un Josh Allen qui step up un petit peu, qui montre qu'il est le meilleur QB à minima de la division. Et puis peut-être plus si les Bills ils veulent toujours être considérés comme un prétendant au titre.
Josh Allen, je vous ai affiché ses statistiques. Vous voyez qu'on est à peu près à 3 touchdowns pour une interception. Patrick Mahomes, par exemple, on verra plus tard, lui, il est plutôt à un peu moins de 1 touchdown pour 1 sur 4. Non, je disais 3 touchdowns pour une interception, donc 4 touchdowns pour une interception pour Patrick Mahomes. Et Aaron Rodgers, j'en parle même pas, lui c'est plutôt un rapport de 5-1, malgré les réserves que j'ai mises tout à l'heure sur ce chiffre concernant Aaron Rodgers. Donc, ouais, Josh Allen, évidemment, il doit progresser là-dessus, mais il a vraiment toutes les qualités pour encore progresser, venir se mêler à la course au MVP. Il y a alors un groupe de receveurs toujours aussi efficace. Stephen Diggs, Gabe Davis, on peut ajouter Dalton Kincaid, le tight end rookie que les Bills ont drafté au premier tour. On lui a encore ajouté du monde sur la ligne, le garde Osiris Torrance. La défense, elle devrait continuer à bien tourner, donc voilà. En tout cas, Josh Allen, c'est mon numéro 3, mais comme j'ai dit sur les autres, n'hésitez pas à me dire si vous avez des réserves, vous auriez fait différemment, vous n'êtes pas d'accord, c'est le but de la chaîne. Hein. Vous venez, on discute, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Allez, on passe au numéro 2. Joe Burrow, Cincinnati Bengals. Alors là, je pense qu'on rentre dans les places qui en général sont pas trop discutées. Dans tous les classements de ce genre que je vois, en général, les 2 premiers, c'est quasiment toujours les mêmes. Joe Burrow, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il a fait que progresser depuis son arrivée dans la ligue. Il y a eu cette saison 2021, évidemment, ils vont Super Bowl, qui perdent face aux Rams. Et en 2022, si on regarde le nombre de touchdowns, il a encore progressé. 35 touchdowns à la passe, 5 touchdowns à la course. Il a un peu ajouté ça à sa panoplie. Alors, ok, c'est pas Jalen Hurts, c'est pas Lamar Jackson, mais lui aussi, il peut courir. Hein. C'est comme Josh Allen, il l'a montré quand c'est nécessaire. Il va au charbon. Alors, quelle force il a pour lui, Joe Burrow? En fait, il a quasiment tout. Hein. Il est précis. Il n'a pas peur de lâcher le bras quand c'est nécessaire. Il n'a pas peur de courir quand on l'a dit. Et puis, quel effectif il a à côté de lui? Ce corps de receveur, il fait rêver toute la ligue. Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Les défenseurs, ils sont perdus parce que suffit que t'en doubles un, donc que tu mettes 2 défenseurs sur le dos de Ja'Marr Chase, par exemple. Et t'as Higgins, c'est quand Higgins, il est un peu dedans ou qu'il est pas là, qu'il est blessé, t'as Tyler Boyd. Alors, les Bengals, à la draft, ils ont été en défense, du coup, sur leurs 3 premiers tours. Moi, ça m'a un petit peu surpris parce que je pensais qu'ils iraient sur un tight end. Il y a 2 ans, ils avaient CJ Uzomah qui était assez bon. Depuis, c'est un peu perdu au Jets, celui-là. On le voit assez peu utilisé. L'an dernier, ils avaient Hayden Hurst qui a fait une plutôt bonne saison et qui est parti du côté des Panthers, des Carolina Panthers. Cette saison, ils auront Irv Smith qui arrive donc des Vikings. C'est plutôt un bon joueur, Irv Smith, mais moi, il m'a pas l'air d'être ce tight end qui va te faire 5-6 réceptions par match. Hein. Bon, vous savez, après, à ce stade-là du power ranking, c'est vraiment pour pinailler, pour chercher la petite bête, pour chercher des motifs d'inquiétude, parce que, encore une fois, ce corps de receveur, il est excellent pour Joe Burrow. Qu'est-ce qui va être décisif cette saison encore? Je pense pour les Bengals, ça va être le niveau de la ligne offensive. On l'a vu en 2021, ils ont beaucoup souffert, surtout en playoff. Ils mangeaient sac sur sac sur sac, les Bengals. En 2022, cette ligne offensive, elle a fait un début de saison compliqué. Ils ont commencé à 0-2. Et puis, petit à petit, ces joueurs qui n'avaient pas eu l'habitude de jouer ensemble, ils se sont mis au diapason. Et Burrow, il a été mieux protégé au cours de la saison. Et cette année, qu'est-ce qu'ils font à la free agency, les Bengals? Ils ont signé le super tackle, peut-être l'un des meilleurs tackles de la ligue, le tackle gauche Orlando Brown, qui arrive des Chiefs. Alors, cette ligne, si elle est d'entrée d'attaque, Joe Burrow, s'il reste en forme, il a une petite blessure au camp d'entraînement, mais à ce qui se dit, il pourrait être de retour dès la première semaine. Ce corps de receveur absolument dingue, on en a parlé. Les Bengals, ils vont avoir encore une saison de dingue, quoi. Hein. Ils vont avoir une saison de dingue. Ils seront favoris de leur division, ça c'est clair. Et puis après, on verra, hein, ça se jouera sur les détails, mais en AFC, avec les Bills et les Chiefs, ça risque d'être un peu compliqué, mais après, ce sera les playoffs, ce sera autre chose. Donc, on verra bien ce que ça donne.
Mais bon, il a tout cette année encore pour faire une super saison de Joe Burrow. Et on va finir donc avec le numéro 1 de ce classement. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs. Que dire de Patrick Mahomes? Je crois que vraiment, il n'y a pas un seul fan de foot US pour contester que c'est le meilleur quarterback du plateau. Je pense que vraiment, il fait l'unanimité pour lui. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord en commentaire sur le réseau. Mais vraiment, je pense que j'ai jamais rencontré personne qui me dise que Patrick Mahomes n'est pas le meilleur quarterback de la ligue. C'est le meilleur QB de la ligue. Il est extraordinaire. Il sait absolument tout faire. Et ce qu'il sait pas encore faire, s'il a besoin, il va l'inventer. C'est incroyable. Ce joueur, il est incroyable. À la passe, à la course, les trick plays, c'est un bourreau de travail également. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur toute sa saison. Pour pas que ce soit trop long, je vais m'attarder uniquement sur ce qu'il a fait en playoff. Et ce qu'il a fait en playoff, c'est phénoménal. Il avait une entorse à la cheville. Il y a bien des joueurs qui auraient même pas pu jouer. Alors, je vous explique même pas dans d'autres sports. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il reste sur le terrain, évidemment, c'est le quarterback, il a toujours envie de jouer. Mais non seulement il reste sur le terrain, mais il s'adapte, il adapte son jeu. Et il est aussi bon qu'avant. Il court un petit peu quand même quand il a besoin, et sinon il s'adapte, il fait autrement, et il est toujours aussi bon. Et il y a plusieurs moments durant les playoffs où il s'est transformé un petit peu en pocket passeur. Hein. J'en parlais tout à l'heure, je vous ai dit attention, il y aura un QB, vous verrez, on reviendra dessus. Et c'est de Patrick Mahomes dont je parlais. Hein. Parce que ça a pas l'air, quand t'es dans la poche, t'es pas un plot qui est planté là et qui attend. Non, faut quand même bouger, faut du jeu de jambes, faut être sur ses appuis. Et lui, il le fait. Un jeu qui m'a marqué particulièrement avec Patrick Mahomes cette saison, c'est, je vous laisserai aller le voir, le touchdown de Kadarius Toney lors du Super Bowl. Il explique bien dans la série Quarterbacks, on le voit, il comprend que la formation qui s'aligne correspond pas au jeu qui a été appelé. Donc il a une option avec une course du running back. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un signe à Toney de se déplacer. Toney, il comprend immédiatement ce que veut Patrick Mahomes. Il commence une sorte de sweep, c'est-à-dire qu'il part comme ça, il revient vers le centre du terrain, et puis il s'arrête, il repart, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul, et ça fait un touchdown. Et c'est assez marrant, parce que si vous regardez bien le touchdown de Sky Moore un peu plus tard, c'est quasiment le même de l'autre côté du terrain. Voilà. Quel talent Patrick Mahomes, quelle mentalité, le déficit de 10 points à la mi-temps, il remonte ça avec sa cheville reblessée, il fait des trucs improbables, ces lancers là qu'il fait en se faisant plaquer, en tombant, il trouve souvent des premières tentatives. D'ailleurs, si vous vous rappelez, même le Super Bowl contre les Buccaneers, où les Chiefs ils avaient pris l'eau, ils avaient pris une sacrée raclée, et même là, on le voyait toujours à essayer, 3 gars sur le rable, 20 yards à gagner, il essaye, il plonge, paf. Voilà, ce joueur, il est tout simplement incroyable, il est extraordinaire, Patrick Mahomes. Et d'ailleurs, vu que je parle du Super Bowl contre les Buccaneers il y a quelques années, je me rappelle que j'avais lu un article à l'époque, c'est un avis qui est, je pense, volontairement un petit peu provoque, mais c'était argumenté, qui expliquait que Mahomes, il était peut-être pas seulement en train de chasser Tom Brady pour le côté GOAT, vous savez, le greatest of all time. Il était plus seulement en train de chasser Tom Brady, mais il était peut-être même déjà en train de chasser Michael Jordan pour le titre de GOAT tout court, tout sport confondu. Alors, j'explique un peu le truc. Moi, je pense que ça fait pas de doute qu'à ce jour, le GOAT du foot US, c'est Tom Brady. Et je pense même que ce serait le GOAT tout court s'il n'y avait pas Michael Jordan devant. Parce que Michael Jordan, je m'éloigne un peu du sujet du foot US, mais c'est intéressant. Michael Jordan, qu'est-ce qu'il a en plus de tous ses titres, de sa carrière exceptionnelle, de son niveau, etc. Il a réussi, lui, à internationaliser son sport. Parce que malheureusement, je suis le premier à le regretter, on est beaucoup à le regretter, ce que Tom Brady n'a pas fait malgré son immense carrière. Je rappelle que Tom Brady, à ce jour, il a plus de titres que n'importe quelle équipe dans la ligue. C'est tout simplement dingue.
Donc, pour en revenir à Patrick Mahomes, est-ce qu'il va y arriver? Il lui reste de nombreuses années de carrière, mais déjà pour cette saison, évidemment, il sera favori pour le titre. Je pense que les Chiefs vont être favoris pour le titre de champion. Patrick Mahomes favori pour le titre de MVP. Est-ce qu'il parviendra à ce niveau-là? On verra dans l'avenir. Hein. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Franchise QB. J'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver pour notre part certainement autour du mercredi 13 septembre. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas encore très sûr, mais je pense que les épisodes sortiront le mercredi pour débriefer les performances des quarterbacks lors de la première semaine de NFL. On aura le flop 10, le top 10. Allez, on tient bon. Le retour de la NFL, c'est pour bientôt avec ce match entre les Chiefs et les Lions la nuit du 7 au 8 septembre. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos avis, je suis d'accord, je suis pas d'accord, en commentaire sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je vous donne mon compte Twitter @Kubusari. Le but de la chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment de débattre ensemble dans la bonne humeur. N'hésitez pas non plus à me faire des remarques sur soit sur ce que je dis, soit sur la technique. Vous avez vu que je débute, il y a eu des petits soucis de coordination et de raccord lumière, vous avez vu, c'était un peu délicat, donc voilà, soyez indulgents là-dessus, mais n'hésitez pas à me donner des conseils et à faire des remarques là-dessus, et puis à me contacter si vous avez envie de participer à un prochain épisode pour venir nous parler de votre quarterback, et puis pour parler des quarterbacks de la NFL en général. Merci à tous de m'avoir suivi, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Franchise QB. Bye bye!